Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Créativité 101. Cette semaine, nous avons reçu Mélanie Couture, donc une humoriste qui roule depuis extrêmement longtemps, une quinzaine d'années à peu près. C'est une ancienne sexologue et qui s'est dirigée vers l'humour après un peu comme par accident en cherchant une façon de décompresser de son quotidien, où est-ce qu'elle voyait des affaires vraiment pas le fun, bien sûr. Et finalement, elle a tellement aimé ça, puis elle était tellement talentueuse qu'elle est tombée là-dedans. Et depuis ce temps-là, heureusement pour nous, elle nous fait extrêmement rire. La sexualité est un sujet qu'elle aborde énormément dans son humour. C'est pas mal ce qui compose beaucoup son humour. Puis c'est pas des jokes de cul poche dans des bars. Là. Il y a toujours un second degré. Il y a toujours divers angles qu'elle va chercher. Puis elle a réussi à nous expliquer tout ça. Parce que je vous avoue que, tu sais, pour Léo puis moi qui commençons, c'est pas nécessairement facile de faire des jokes sur la sexualité. Mais des bonnes jokes en général, c'est pas facile, mais des bonnes jokes intelligentes sur la sexualité, c'est vraiment pas facile. C'est un sujet tellement universel, mais tellement personnel. Pas facile. Mélanie, elle y arrive. C'est même ce qui compose son humour, puis elle vit de son humour, donc tu sais, ça a un certain succès. Donc, effectivement, c'est vraiment cool. On a parlé aussi de son podcast Les Fallops, qu'elle anime avec un de nos anciens invités, Preach. Et puis, on a parlé aussi de ses livres, on a parlé de son parcours aussi, en général, de passer du milieu de la sexologie à l'humour. Super intéressant. Puis, c'est vraiment une personne super cool, super gentille aussi. Donc, c'est toujours apprécié de recevoir ce genre d'humoriste-là sur notre podcast. Ouais, vraiment, c'était cool. Moi, j'étais content de recevoir Mélanie Couture parce que je trouve que, mettons, pour notre podcast qui jase de créativité, chaque fois qu'on a des humoristes, mettons, qui ont des. Je sais pas comment je pourrais le décrire, mais tout le monde est original et unique, mais tu sais, Mélanie Couture, mettons, tu sais, comme elle a tu sais, son humour est très original dans le sens où, tu sais, elle parle de la sexualité, mais d'une façon que, comme elle, personne le fait. Fait que, tu sais, fait que c'était cool d'en apprendre sur justement comment elle fonctionne, comment, tu sais, c'est quoi son Ouais, processus, finalement. il y a quelque chose de le fun dans quand le monde mélange humour et une passion. Ouais, c'est vrai. Tu sais, fait que Mélanie c'est sa passion, là, donc finalement, tu sais, donc elle parle d'humour et de sexualité, puis elle vit à travers ces deux passions-là, puis ça c'est super cool, tu sais, ça me rappelait justement le podcast de David Bocage qu'on parlait là, de Red sur le Tape, là, qui Ouais. mélange comme un peu humour puis hockey. Tu sais, en tout cas, moi j'ai des amis qui font des affaires humour et trucs de finance auxquels je me rallie. Fait que tu sais, c'est quand même cool de mélanger deux affaires qui composent notre quotidien. Tu sais. Ouais, vraiment. Ouais, vraiment, c'est cool. Moi, j'ai aimé ça, sérieux. Je trouvais ça nice, qu'est-ce qu'elle disait par rapport à la sexualité. Tu sais, c'est tellement. Moi-même, là, je savais pas à quel point c'était large, puis toutes les dimensions, puis Mhm. etc. Non seulement, j'en ai appris sur son processus créatif, mais j'en ai appris sur la sexologie, sur la sexualité aussi. C'était nice, tu sais. Ouais. Ouais. Fait que moi, tu sais, en parlant de mélanger humour et passion, je disais ça, puis j'étais comme, écoute, moi, de quoi je parlerais? J'étais comme, humour et aile de poulet, man. Genre, je sais pas vraiment de. Tu sais, genre, je veux dire, je sais pas, toi, ce serait quoi ta passion mélangée avec l'humour? Euh, je sais pas. Moi, j'aime c'est pas des passions, mais j'aime des trucs vraiment weird. J'aime des documentaires. Ou sinon, j'aime beaucoup America's Got Talent. Ah ouais? Beaucoup, ouais. Pas vrai? Ouais, genre. Ouais, tu sais, mettons, il y a une partie de moi qui aime ceux qui sont archi mauvais puis qui sont tous buzzés Ah ouais? parce que c'est du n'importe quoi. Mais j'aime ceux. Ouais, j'aime. J'ai un côté vraiment genre dramatique. Là. J'aime ceux que, mettons, il manque une jambe, ils chantent dans le métro, puis là, ils arrivent à America's Got Talent. Je suis comme, oui! Je veux qu'ils gagnent. Bon. Fuck off, esti, man. La vraie raison, c'est parce que t'aimes juste ça, juger le monde. C'est ça ta crise de passion, mon Même pas, je fais. T'aimes juste ça en général, je te Si je connais, pouvais. puis ils vont apprendre à te connaître aussi. Arrête de faire le gars qui joue du dramatique, romantique, là. Fuck off. C'est T'aimes vrai. juste ça, juger et bully tout le monde, mon esti. C'est vrai que j'aime juger, mais je juge pas les gens qui sont Ouais, inconnus. fuck that, là. Je t'ai fucké dans un coin, mon esti. C'est comme, oh oui, moi, s'il y a une jambe qui joue dans le métro, non, t'es le premier à rire de lui, Mais arrête, non, esti. pour de vrai, je te jure qu'il y en a là-dedans. Que si je pouvais download, mettons,
leur chanson, je le ferais. Mais c'est pas possible. Tu vas voir. Ah putain, ouais, c'est un gars qui s'appelle Cody Lee. Vous Ok. irez voir ça, guys. Cody Lee, c'est Kodi espace Lee. Puis c'est un jeune homme, je pense qu'il a mon âge, là, genre 22 ans. Puis c'est un jeune qui est aveugle et autiste, je pense. Quelque chose comme ça. Là. Je sais ouais, il est aveugle, puis je pense qu'il est autiste. Je suis pas mal sûr que c'est ça. Puis il joue du piano, puis il chante. Bon, tu pourrais même pas. Genre, tout le monde est sur le cul là, quand il se met à chanter. Là. Genre, c'est un enfant de Dieu. C'est. Bon, tu dis ça, mais en même temps, pour ceux qui ne le savent pas à la maison, Léo, la semaine passée, il a fait un numéro de 15 minutes sur les aveugles autistes, puis il arrêtait pas de rire d'eux autres. Moi, je, genre, ça, je dis rien. La Mais semaine dernière, pendant la pandémie, bitch, Nash ouais, try. Nash try d'essayer de c'est me sûr que niquer. l'épisode va sortir dans genre 3 mois. Fait que ouais, c'est ça. La Ouais. semaine passée. On va être encore confiné. Non, mais par contre, c'est vrai, moi, il y avait un artiste qui m'avait vraiment marqué. Je sais pas si c'était America's Got Talent, mais peut-être. Mais c'est une compétition de même. Ouais. Puis c'était un humoriste, parce que, tu sais, évidemment, j'en écoute pas mal. Là, puis c'était donc un humoriste qui avait eu un accident de softball. Il avait mangé une balle de softball en plein à Quoi? la gorge. Là. Ouais, Genre puis l'accident le plus cave ever. ben, attends, tu vas voir. Il a reçu ça, puis il a fait comme une commotion, puis je sais pas trop quoi. Puis depuis ce temps-là, il y a un. Tu ris à ça, man. Tu vois, je vous l'ai dit que c'était un esti de bully, ça, Léo. Mais non. Non. Et Ouais. depuis ce temps-là, attends. Depuis ce temps-là, depuis son accident, il y a comme, il y a comme un trouble de la parole. Tu sais, puis il arrête pas c'est quoi le trouble? Non, c'est un trouble connu, là. C'est le monde Tabarnak, il y qui. en a d'autres. Non, non, mais c'est le trouble. Il y a d'autres troubles à part ça. Non, mais l'affaire où est-ce qu'il tu sais, il dit plusieurs fois le tu sais, un peu comme je viens de faire, là, tu sais, genre, il est comme, Ah, il bégaye? il bégaye, c'est ça, mais il bégaye genre solide, tu sais, comme l'autre jour, je suis allé au zoo, tu sais, Pis genre, ça, à cause de l'accident? à cause de l'accident. Non. Et le gars, il fait de l'humour. Puis de l'humour, Chris, tu dois parler, esti, tu sais. Fait que genre, le gars, il fait son number, tu sais, puis il arrive à faire rire le monde. Puis le gars, il s'est rendu en finale, là, ce show-là, puis il a perdu. Mais Ah, puis quand je le même. suis, puis il a continué de faire de l'humour depuis ce temps-là, puis le gars, il a une super belle carrière. Tu te rappelles-tu son nom? Et non, esti, pas sur le coup comme ça, mais je pourrais te le retrouver facilement. Mais Aïe. ouais, non, c'est ça. Mais le gars, il était fucking drôle. Puis maintenant, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais son bégaiement, il le contrôle plus. Ouais. Fait qu'il bégaye moins, fait que c'est encore plus accessible. Ouais, il Parce est que, plus tu sais, fonctionnel. Ouais. non, mais c'est parce que, tu sais, oui, c'était drôle, puis tu comprenais, mais fallait vraiment comme t'asseoir, puis écouter, puis vraiment comme essayer de comprendre, Ouais, parce que, c'était raide. Ouais. tu sais, ah ouais, c'était tough un peu à suivre, tu sais, tu sais, normalement, l'humour, tu sais, de nos jours, c'est Mhm. rapide, punché, faut que ça aille à l'essentiel vite, tu sais. Alors que là, Mais quand le gars, au lieu de dire en une ligne, au lieu de le dire en une ligne, il le dit en comme 6, c'est tough à aller chercher, là, tu sais. Mais il y a de quoi, c'est vraiment trop. Un accident de softball? Ouais. Qu'est-ce que Puis, c'est ça? Le mot soft est dans le sport. Comment que ça peut non, mais résulter en un accident aussi grave, genre? non, mais c'est comme du baseball, mais comme à l'envers, là, tu sais, tu pitches la balle par en dessous, Ouais, mais puis la balle est molle. non, non, Mais oui, la mais balle est pas pourquoi il molle. faudrait que ça s'appelle softball là-bas? La balle est plus dure, la balle est dure, mais elle est plus grosse. Fait que le softball, c'est juste une autre façon. Je dis ça comme si je connaissais ça, mais je me contre-crise Je du suis baseball et trop du soccer. cave. Je suis trop cave. C'est l'équivalent de la balle molle. C'est ça? C'est la balle Mais non, molle. mais balle molle, oui, genre, ouais, c'est ça. Je Ouais, sais c'est pas comme la pourquoi balle molle. j'avais pas flashé avant, mais dans le fond, Ouais, c'est la balle molle. C'est ouais, comme le c'est comme la baseball, mais balle que molle. tu lances de même. Ouais, c'est ça, tu Ouais, lances par ouais, en ouais. dessous. Ok, non, ouais, Mais non. Ça, Chris, j'avoue que c'est possible d'avoir un accident comme ça. c'est du fucking Dans ma baseball. tête, je parlais d'un autre sport où c'est C'est genre pas Omnikin, ballon chasse. Calis. Mais c'est ça, dans ma tête, ça sonnait de même. Non, Dans ma tête, non, ça non, c'est sonnait ça. genre softball, genre une petite balle en mousse, est-ce qu'il a reçu en pleine gorge, il y a eu une Non, commotion, maintenant il bégait, puis genre. Ben oui, j'étais non. comme, Ben, tu vois, voyons, c'est bien ridicule. essaye pas de te reprendre. On le sait tout, t'es un trou de cul qui intimide tout le monde. Mais par contre, ce gars-là, justement, il était bully avant son accident. C'était comme un gros bully, puis genre, il disait comme que c'était un gros trou de cul avec tout le monde à l'école. C'est arrivé au secondaire, cet accident-là. Puis il disait que c'est un gros trou de cul avec tout le monde.
Puis il y a eu cet accident-là, puis là, ça l'a vraiment comme C'est fait quelqu'un qui a comprendre collé sa balle dans la Non, gorge? je pense qu'il a essayé de l'attraper, puis il s'est moffé, je sais pas trop quoi, genre... Arrête de rire! C'est toi qui ris, moi. Mais non, mais Là, j'ai Chris. pas ri. Fait que, mais ouais, donc c'est une belle histoire, puis c'est un gars qui a du succès puis du talent. Fait que c'est le fun. Il y a eu ben c'était American's Got Talent parce qu'il y a eu le Golden Buzzer au tout début, Ah, là, ok, tu sais. ok, Fait ok. qu'il est passé directement en Ok. demi-finale, ou encore, je sais pas trop. Ah, fait que c'est quand même récent, parce que Golden Buzzer, c'est pas vieux. Non, c'est ça, c'était quand il y avait Howdy Moran, mais il y avait l'autre, là, le gars avec les cheveux longs, là, celui qui avait un show de radio, là, je me souviens Ouais, plus. ouais, Howard Stern. Ouais, c'est ça, ouais, c'est Ouais. ça. Fait que, Ouais. ouais, c'est dans ce temps-là, puis non, pour vrai, il est vraiment cool. Cool. En tout cas, tu te rappelles Mais pas pas ton nom? aussi cool, non. Ok. Mais, de toute façon, ça n'a pas d'importance parce qu'il n'est pas aussi cool que notre invité d'aujourd'hui. Faut que tu travailles sur tes transitions. Ouais, mais si tu me laissais la faire, la tabarnak de transition, tu me coupes, tu te souviens pas de son nom. Non, Chris! Non, Chris, je veux juste qu'on enchaîne. Ah, bon, bon épisode, tabarnak. Yes, Mélanie Couture. Yes. Je vais profiter de ce petit moment-là pour te souhaiter la bienvenue. Souhaiter la bienvenue à tout le monde. On reçoit Mélanie Couture cette semaine. Merci d'être là. On a commencé à parler freestyle un peu. On a commencé à parler freestyle, ouais. C'est très cool. Ça fait une entrée smooth. Mais écoute, on commence tout le temps avec la même question, nous, qui est, selon toi, comment tu décrirais ton style d'humour? Dénouer des malaises. Ah. C'est ça. Okay. Je rentre dans le malaise, qui fait souvent rire les gens, parce que tout ce qui est malaisant fait rire les gens de malaise. Puis après ça, je dénoue le malaise en faisant des bonnes blagues pour que ce malaise-là n'existe plus. C'est pas mal mon... Tu sais, quand ils disent le style d'humour, là, je veux pas dire... je fais du burlesque, je fais du stand-up, je fais du, tu sais, parce que c'est un classique, là, je fais du stand-up. J'ai un tabouret, le classique, un verre d'eau, pas d'effet de lumière, tu sais, je suis basic, là. Pour avoir enseigné pendant longtemps dans des sous-sols d'église, dans du communautaire, c'est pas une scène éclairée, tout croche qui me fait peur, là, dans le sens que c'est... l'idée de parler à des gens me demande pas un gros enrobage. Là. Je suis en stand-up très, très basic, mais c'est pas du liner. Loin de là, c'est souvent un bloc, c'est un sujet en bloc pour après ça ficeler ça avec un autre bloc puis un autre bloc. Parce qu'à un moment donné, je me rends compte que mes sujets se regroupent pas mal tous parce que ce qui me motive a souvent un fil conducteur. OK. Et c'est quoi les thèmes que tu aimes aborder dans tes sujets, dans tes numbers? Ben en fait, souvent, ça va partir de ce qui me motive depuis, même avant que je fasse de l'humour. Fait que moi, j'ai fait un bac en sexo de 97 à 2001. Puis j'ai jamais arrêté d'être motivée par la sexualité, par l'humain et son être sexué, par tout ce qui va avec ça. Et puis ça part de... Ça peut être autant de la reproduction, la grossesse, c'est tout ce qui enrobe le sexe, l'image corporelle, les dates de marde, tu sais, comme tout ce qui mène au sexe ou qui fait que t'en veux pas, ou qui, tu sais, tout ça. Puis c'est très, très large. Puis au début, j'essayais de m'en éloigner beaucoup parce que je me disais, tu sais, c'est quelque chose qu'on te montre à l'école, c'est pas de faire des jokes de sexe, tu sais, comme on a souvent traité la joke de sexe comme la bête noire en humour, là, comme la joke facile ou, tu sais, des trucs faciles, puis tout ça. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils disent comme, Chris, t'es pas mal la seule qui a un diplôme là-dedans, là. Je pense que t'es capable de virer ça en plus que de la joke facile. Ouais. Comme, mais ça m'a pris quand même 2 ans à l'École nationale de l'humour pour me détacher de mon métier de sexologue éducatrice parce que je prenais ça très au sérieux. Puis il y a un code d'éthique qui est très straight. Puis tu sais, de nuire à la santé mentale de quelqu'un, tu peux pas, tu sais, en faisant, mettons, des blagues. Là, je vais prendre un exemple que je fais pas, mais mettons, si j'avais décidé de rire d'un petit pénis, tu sais. Je sais que c'est facile de rire d'un petit pénis, mais je sais à quel point ça peut être dommageable pour, je sais pas moi, 35% ou 40% de gars dans ma salle parce que c'est un gros sujet de complexe, tu sais. Fait que je me dis, mais je ferai jamais ça, tu sais. Fait que ça m'a pris du temps à trouver mon terrain de
comment je me sens à l'aise de parler de sexualité en faisant rire des gens, mais en ne nuisant pas à d'autres personnes. Fait que ça a été un gros travail, puis je me suis fait taper sur tes doigts beaucoup à l'école en me disant « Tu sonnes comme une pédagogue, sors ton ton de pédagogue, t'es pas un prof, t'es rendu une humoriste. » Tu sais, parce que je veux pas un ton de pédagogue, ça existe, là, des profs, ça sonne comme des profs. Ouais. Fait qu'il a fallu que je casse ça, puis... Mais ça reste le sujet qui m'intéresse le plus, parce que les gens, quand ils pensent à sexe, ils pensent à l'acte sexuel, mais il y a 6 dimensions à la sexualité, là. C'est la dimension biologique, la dimension spirituelle, la dimension même, comme sociale au sexe, comme... Fait que c'est tellement vaste que je me vois pas encore épuiser le sujet, et je pense même que j'en parle dans mon show des fois, sans que ça sonne comme un sujet que le monde pense que je suis en train de parler de sexe, mais que moi, je sais très bien qu'il y a une dimension sexuelle à ça, tu sais. OK. Je pense pas de saturer les gens avec ça. Ça a été un travail de le faire, là, de pas saturer les gens. Là. J'ai déjà fait 1 heure à parler de sexe, puis que j'ai comme fait, tu vois, mal dosé. Mal dosé, trop hard de ce bord-là, il faut que je ramène quelque chose, il faut que je parle d'autres. Non, il faut que je sorte ce sujet-là ou que je l'aborde autrement, que je trouve un autre angle, parce que c'est vrai que tu peux être saturé à un moment donné si tu ne pognes pas la bonne formule. Ouais. Mais tu sais, moi, de la manière que je vois ça, moi, premièrement, je tiens juste à dire que c'est vraiment pas facile, ce genre de joke-là. Parce que c'est vraiment pas facile, puis il y a pas beaucoup de monde qui peuvent en faire. Je veux dire... Une bonne joke, c'est jamais facile. Oui, ouais, à c'est la ça. base. Oui, à la base, oui. Effectivement. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas facile parce qu'en plus, c'est un sujet qui est à la fois universel, mais à la fois aussi tellement subjectif. Donc, et tout le monde a sa propre conception, ses propres connaissances là-dessus, et donc ça devient vraiment difficile d'en parler et d'essayer de regrouper le plus de monde possible sur ce sujet-là. Donc, moi, je trouve vraiment pas ça facile. Mettons, moi, si j'essayais d'en faire, là, ça va juste sonner comme vraiment gratuitement vulgaire et poche. Mais donc, j'ai pas, c'est sûrement le manque d'expérience, whatever, mais j'ai pas le petit degré sous-entendu que toi, tu arrives à sortir à chaque fois. En fait, c'est parce que rarement je fais une joke de sexe pour faire une joke de sexe. Je fais une joke de sexe parce que je sais que j'ai envie de dire quelque chose par rapport à ça sur le sexe. Pas parce que je veux juste faire une joke de sexe. J'en ai entendu là, des jokes de vieilles boules molles qui peuvent s'attacher après un arrosoir pour enrouler le toton. Des affaires que c'est comme, oh oui, l'image est drôle. Là, la vieille a des totons qui pendent, on passe à d'autres choses. Mais si tu fais une joke de sein qui pend, pour pouvoir désamorcer le complexe du sein qui pend, ben, tu vas l'aborder autrement. Puis c'est ça qui va faire que même quand ça fait 8 ans que tu fais ton petite blague de sexe qui pend, que, étant donné que tu sais qu'il y a un propos derrière et que la pression sur la sexualité est tellement forte, la pression de la performance, la pression de tout ça, que ta blague, elle va être encore accurate, là. Elle va être encore juste. Fait que je me tanne rarement de faire mes blagues quand je le sens que mon numéro a un propos. Je le sais, par exemple, que la sexualité, c'est très culturel. Ouais, c'est clair là, que je me fais pas amener au festival de Marrakech, là, Chris. Il y a quelque chose qui va se passer là, que le monde va faire comme « Ouais, non, pas prêt à ça » ou « ça marche pas ». Mais j'ai fait des blagues en Belgique, j'ai fait des blagues en Suisse. Puis si tu réussis à pogner la base de l'être humain sexué sans rentrer nécessairement comme dans des peuples qui ont une sexualité qui est réprimée et très religieuse, ben là, ça va, c'est quand même à passer la patente. Sens-tu que c'est quelque chose justement qui... Parce que c'est un sujet qui est universel, là, forcément, tout le monde... Chaque personne a une sexualité, mais en même temps, comme tu dis, ça a des grandes différences en même temps. Fait que comment tu gères ou comment ça s'adapte, mettons, aux différents endroits où tu vas le faire? Peut-être même dans un propre pays que ça peut changer. À un moment donné, j'ai arrêté d'essayer d'adapter. C'est dur. D'essayer. Arrêtez d'essayer. J'ai arrêté d'essayer d'adapter pour pas choquer. Parce que je considère que ce que je fais,
si ça choque la personne, ça sera pas de toute façon quelqu'un qui va vouloir me suivre à la base. Parce que mes romans fit avec ça, mon podcast fit avec ça. Tu sais, fait que si tu es choqué de mes blagues sur scène, que je considère avoir bien travaillé, tu sais, c'est très rare que j'ai des gens qui m'écrivent « t'es vulgaire ». C'est arrivé peut-être une fois ou deux d'une madame qui n'a pas de l'air trop, là. Fait que tu fais comme « OK ». Puis mais c'est bien, bien rare. Mais je le sens, par exemple, que des fois, c'est plus difficile. Je me souviens, j'avais fait un numéro sur la sexualité dans une maison de la culture où tous ceux qui étaient... genre, le passeport était simili-gratuit, ou en tout cas, c'était un des shows gratuits si tu avais le passeport qui coûtait 10$ pour la saison. Tu sais, une affaire, là, tu sais. Puis, je suis arrivée là et il y avait beaucoup de personnes âgées et c'était un milieu très défavorisé. Fait que j'avais comme deux... Tu sais, habituellement, les personnes âgées, le monde, ils font comme « Oh mon Dieu, ils vont être choqués facilement ». Ça, je crois pas à ça. Là. Ils en ont fait des jokes de cul dans leur enfance, puis souvent, c'est les premiers à en sortir des salés. Mais habituellement, si je suis dans un milieu où est-ce que les gens sont âgés et défavorisés, c'est comme tristement, c'est comme l'amalgame parfait pour une éducation sexuelle qui est pas présente. Beaucoup d'agression, de la violence conjugale, tu sais, fait que là, ça devient un sujet qui est pas nécessairement agréable pour les gens de par leur vécu. Ouais. Mais ça, c'est arrivé une fois dans toute ma carrière. Les autres fois, c'était plus parce que « Hey, on va te faire une scène extérieure à Juste pour rire », puis là, il y a des mamans avec la carrosse, tu sais. Tu fais comme « Ben, OK. » Mais tu sais, je veux dire, comme, tu sais, ouais, mais fais quelque chose de familial. Ouais, mais je fais pas ça du familial. Tu le sais que je fais pas ça. Si tu m'engages pour faire une scène extérieure de Juste pour rire à cette heure, tu le sais que je fais pas du familial. Je vais te faire quelque chose de correct, mais je te ferai pas, tu sais, je te ferai pas mon pire numéro sur la pornographie, mettons. Ouais. Mais je m'empêcherai pas de faire quelque chose qui parle de sexe ou peu importe pour autant. Mettons, catcalling, c'est la rue. T'sais. Même si ça dit des jokes de sexe. Fait que j'ai arrêté de me diluer pour pouvoir pas choquer, parce que je sais que c'est pas mon purpose. C'est quoi en français, purpose? Mon objectif. Ouais. C'est pas mon objectif, tu sais. Fait que, rendu là, j'aime mieux avoir 75%, mettons, de la salle qui fait « Ah, wow, nice », puis 25% de choqué, que de faire du dilué, puis d'avoir comme 12% des gens qui font comme « Ah, j'irai le revoir, elle est correcte ». C'est pas intéressant du correct. T'sais. Puis moi, je suis pas correct si je suis dans du dilué. Ça me sert à rien de diluer. Fait que je l'ai essayé pour faire du corporatif payant. Non, mais... Puis finalement, en étant vraiment moi-même, dans le bout de la Journée internationale des droits de la femme, je travaille que le Christ. Mon Noël à moi est le 8 mars. Mais tu sais, ce que je pense que beaucoup de monde les oublie, c'est que derrière la sexualité, il y a la sexologie, qui est une branche de psychologie, si j'ai bien compris. En fait, la sexologie est une discipline en soi. C'est un bac avec une maîtrise et tout ça. Mais c'est quelqu'un qui se spécialise, un thérapeute. Si tu fais la maîtrise, c'est un thérapeute qui se spécialise en sexualité. Ben, c'est ça. Okay. Et donc, tu sais, donc oui, c'est pas juste relié effectivement à l'acte, et le monde s'arrête pas mal souvent juste à l'acte ou à la biologie, mettons, dans un but reproducteur, mais il y a tellement d'autres aspects, comme tu disais tantôt, tu sais, le social, je sais pas moi, la pornographie, entre autres, tu sais, qu'on voit ça comme, tu sais, donc, il y a comme tout un aspect qui est pas encore tant connu ou découvert, et faire passer ça par le rire. Je sais que tu as déjà dit par le passé que c'est comme une façon de briser des tabous un peu aussi. Oui, puis le podcast va dans cette lignée-là aussi. Les Fallops, ça faisait longtemps que je voulais plugger le nom des Fallops dans un de mes projets. Ça me faisait beaucoup rire de m'appeler une Fallop. Puis, parce que, tu sais, c'est ça, ça veut tout dire. Puis, finalement, à un moment donné, j'avais un projet, puis ça n'avait pas passé au conseil, fait qu'on avait trouvé d'autres choses. Mais là, quand Preach, Eric Preach, qui est aussi un humoriste,
m'a demandé, ça te tenterait-tu de partir un podcast là-dessus? J'ai dit, je vais appeler ça comme ça, puis il a fait, oh yeah! Tu sais, fait que lui, il n'y avait aucun problème à s'appeler là, puis ça me faisait beaucoup rire. Fait que, ouais, c'est quoi ta question? C'est pas vraiment une question, c'est plus un commentaire. Ouais, ben c'est ça, on parlait de sexologie, mais des différents aspects de la sexualité dans la société, mettons. Ouais, ben c'est ça. Fait que le podcast suit ça. Le podcast, pour moi, fait partie de ça. Mon roman fait partie de ça. Tu sais, l'idée, c'est pas que les gens me voient comme une sexologue parce que, je ne suis pas sexologue. Je suis humoriste. Pour être sexologue, ça prend un titre protégé, ça prend des formations continues pour pas fucker le brain des gens. Ça prend, tu sais, comme payer 800$ à un ordre. Tu sais, et moi, je ne fais pas ça. Fait que, fait que j'ai perdu mon titre il y a très longtemps. Mais quand je dis très longtemps, c'est que ça fait vraiment longtemps. Là. L'année que je suis rentrée à l'École nationale de l'humour, j'ai arrêté 100% de faire de la sexologie. Je suis rentrée en 2005. Fait que, tu sais, ça fait 15 ans. Ben. Là, tu sais. Ouais. Fait que pour moi, je me considère vraiment comme une humoriste, même s'il y a des gens qui m'approchent encore pour être, mettons, la sexologue de service à l'émission du dimanche matin à TVA. Mais tu sais, comme je le fais pas. Fait que tu sais, je leur dis, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Mais si tu veux une humoriste pour telle affaire, ben là, oui, ça c'est moi. T'sais. Ouais. Puis pourquoi excuse-moi, pourquoi t'as switché à l'humour? Qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as fait, hey, là, j'ai envie de m'inscrire à l'École nationale de l'humour? Puis... Ben, en fait, comme vous autres, j'ai fait des cours du soir. Premier. En 2004, je suis rentrée au cours du soir pour le plaisir. En fait, moi, j'enseignais un programme de rééducation à la santé sexuelle pour des femmes victimes de violences conjugales. Fait que, on réapprenait la base des besoins de quelqu'un que ses besoins et ses désirs avaient été transgressés, ses limites avaient été transgressées souvent. Fait qu'on travaillait beaucoup là-dessus, mais veux pas, quand ça fait 2, 3, 4 ans que tu fais ça, à un moment donné, ça reste un sujet qui est lourd, puis tu as besoin de ventiler, filtrer. Nous autres, on avait des thérapeutes qui venaient pour des sessions de groupe à travers les sexologues pour pouvoir nous aider à ventiler sur les horreurs qu'on entendait ou les cas qui étaient plus lourds. Mais à un moment donné, tu fais comme, il faut que ma vie soit d'autre chose que le travail, sinon mon cerveau va avoir un mauvais filtre de la réalité, parce que là, les gars devenaient toute la merde, puis la violence, puis c'est pas ça que tu veux voir, tu sais, parce que c'est pas la réalité. C'est pas 100% de la réalité. Fait que je cherchais des cours de fun à faire, des niaiseries, apprendre l'espagnol, danser à salsa, j'en ai fait une couple. À un moment donné, j'ai googlé le cours du soir sur Internet, puis je suis tombée sur l'École nationale de l'humour, et je ne savais pas que l'École nationale de l'humour existait. Je savais pas que ça existait. C'est en 2004, pardon. Ouais. Puis, j'ai comme fait, hey, si je suis pas drôle, m'en aller rire, ça va pas bien. Fait que, je me suis inscrite dans ça, en me disant peut-être que ça serait cool d'essayer d'avoir du fun. Puis, au début, c'était c'est comme un peu, c'était même pas création de numéro, là, je pense. Je me souviens même plus c'était quoi, mais création de numéro 1, puis après, il y avait création de numéro 2. J'ai fait 2 cours du soir. Puis, en sortant du 2e cours du soir, il y a Christiane Bien, qui est un prof, qui m'a demandé si j'étais pour auditionner avec mon numéro pour le programme temps plein. Puis j'ai dit non. Puis elle a dit pourquoi? J'ai dit mais parce que j'ai une job. Moi, je fais ça pour le hobby. Là. Puis elle a fait une assez bonne excuse. Puis là, j'ai comme fait fuck. Il y a quelque chose. Là, puis il va falloir que j'aille au bout de tout ça, Caroline. Fait que j'ai auditionné dans l'intention de dire je vais aller au bout de ça. Ils vont me dire non, mais aller au bout de ça, me retourner faire ma job, m'avoir la paix. Finalement, surprise, après audition et après audition, chacune des étapes, on me disait toujours oui. Fait que j'ai fait comme, ben, garde, m'aller faire le programme, pas de dette, pas d'enfant, let's go. Puis, j'ai fait mon programme en me disant, si j'apprends plein de choses ici humoristiques pour désamorcer, moi, ce que j'enseigne, ça sera ça. Et si j'apprends tellement bien puis j'ai tellement de fun, je pognerai la sexologie puis j'emmènerai ça dans l'humour. Fait que j'avais l'impression en sexologie que la classe était pas très grande, hein. C'est des petites classes en sexo, c'est des petits groupes communautaires, c'est toutes ces affaires-là. Fait que je me disais, si ma classe était plus grande, parce que moi, je crois profondément à ce que j'ai à dire. J'ai pas l'humilité
en fait de dire que ce que je dis, c'est comme ça. Non, non, c'est vraiment hot. Fait que j'ai vraiment envie que les gens entendent ce que j'ai à dire et qu'il y ait du plaisir en l'entendant. Parce que quand tu ris, tu es en train de vivre une émotion et quand tu vis une émotion, t'imprègnes l'information dans ton cerveau beaucoup plus que si tu es juste là à apprendre quelque chose. Ouais. Fait que c'est pour ça souvent que quand il y en a qui disent moi je suis pas capable d'apprendre assis sur une classe d'école, mais quand je suis en train de vivre de quoi, là ça rentre tout seul. Fait que je savais que le rire était un moteur de transmission comme ça avait juste pas de bon sens. Puis je me suis dit au pire allez, je vais me servir de ça. Ça a charmé Louise Richer à côté, qui est une intellectuelle, comme, puis qui était comme, elle savait que l'humour avait plus de purpose que juste être de l'humour, tu sais, elle a tellement étudié l'humour que, tu sais, moi j'étais comme moi, le Dr Clown m'intéresse, tu sais, comme Patch Adams, je capote, tu sais, tu comprends? Elle était full contente. Je pense que c'est pour ça que j'ai peut-être passé avant Steve de Sherbrooke, je sais pas. En tout cas. mais ça a quand même donné un beau résultat de mixer deux passions. Une passion découverte sur le tard, puis une passion, je pense que ça donnait un bon résultat. Puis une unicité que je suis capable de clamer aujourd'hui en humour, parce que c'est pas évident aussi de trouver qui t'es en humour. Là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, puis c'est original, tu sais, ça se fait pas, en fait. Pas de cette façon-là. Ouais. Non, c'est ça. Je pense que oui, effectivement, il y a beaucoup de monde qui vont avoir des numéros sur leur sexualité parce que c'est humain. Il y a beaucoup de numéros, mettons, sur, je sais pas, moi, c'est comme la vasectomie, qui selon moi reste quand même reliée à la sexualité. Il y a beaucoup de numéros qui sont, mais je pense pas que de la façon que je l'approche, avec les connaissances que j'ai et la sensibilité que j'ai développée avec mon métier, j'ai pas l'impression que personne peut avoir la même saveur. Ouais. C'est gagnant pour moi, là, dans ce sens. Ben ouais, tout à fait. Mais comment tu fais, justement? Ma mère avait raison, ça valait la peine que j'aille me chercher un diplôme avant d'être ouais, c'est ça. Mais comment tu fais, justement, pour désamorcer... Tu sais, tu disais ça que tu fais ça tantôt, pour désamorcer des sujets tabous, pour amener des trucs qui sont... tu sais, pour justement, non seulement pas avoir l'air vulgaire, non seulement pas avoir l'air trop d'une prof, tu sais, t'es comment... Oui, la question est super bonne, mais premièrement, c'est de savoir que t'es pas là pour faire une conférence, là, fait que c'est pas le plus de matière possible à passer. C'est pas ça, là, l'idée, là. T'es pas là pour faire comme une conférence, t'es là pour faire rire les gens, fait qu'il faut que tu cibles vraiment un sujet, puis que tu dis, c'est de tout ça que je veux parler. Puis ça a été le travail que j'ai eu à faire. Pas grave, les détails. Tu veux pas aller dans les détails, parce que c'est pas un cours. Tu vas dans les détails quand tu fais une conférence, c'est un cours. Ce que tu veux, c'est, tu veux qu'ils ressortent avec quoi? Puis habituellement, c'est une chose pour ce numéro-là. Tu veux qu'ils ressortent avec Don't do that fuck. C'est comme, OK, parfait. Fait qu'on y va avec Don't do that fuck, tu sais. Ou, mais qu'est-ce que je veux qu'ils ressortent avec un numéro, mettons, sur l'infidélité? Ben là, c'est pas Don't do that fuck parce que sont 50% de la planète à le faire. Fait que tu fais comme, et plus, fait que tu fais comme, ben non. Fait que ça va être quoi? Ben, que c'est humain, que c'est difficile, que c'est, tu sais, fait que c'est quoi mon but, tu sais? C'est quoi le point du message que j'ai envie de dire par rapport à ça? Ça a été le numéro sur lequel j'ai eu le plus de difficultés, c'est de faire un numéro sur l'infidélité parce que justement, 50% de la salle avait soit été cocu ou avait cocufié quelqu'un. Fait que là, tu fais comme, je suis en train de remonter des beaux souvenirs. Et des fois, les deux personnes sont revenues ensemble et sont assis un à côté de l'autre. Ça, c'est tout le cas. Fait qu'il a fallu vraiment que je travaille fort à trouver l'angle qui faisait en sorte que ce numéro-là rendait personne mal à l'aise, que personne se donnait de coups de coude, parce que moi, je voyais les coups de coude qui se donnaient pour vrai, là. Tu sais, de genre comme, ou comme tout. Ah ouais, comme non, il m'a lavé le linge sale, là, ouais. Fait que j'ai comme fait, OK, faut que je trouve l'angle. Puis en fait, l'angle a été, la question que je me suis posée, c'est est-ce que la fidélité comme on la connaît, c'est naturel? Puis pourquoi, si c'est naturel, c'est quoi nos théories? C'est parce que les animaux le font? C'est parce que Adam et Ève étaient tout seuls? Ils pouvaient bien fidèles, Gris, c'était tout seul. Fait que tu comprends? Fait que de détacher ça de l'humain pour pouvoir le mettre sur des animaux ou sur des personnages on va dire fictif, là, mais tout dépendamment c'est quoi fictif. Est-ce que ça aidait les gens à avoir un recul sur la patente? Puis en écouter, puis en plus, c'était dans le temps que Tiger Woods avait chié, là, tu sais, fait que là, tu sais, comme son char venait d'être pété, puis toute la patente, fait que je rentrais un beau gros collier de perles,
Puis là, je disais, il est beau mon collier, hein? Puis là, tout le monde disait, ouais, j'étais comme, en tout cas, on dirait ce qu'on voudra, il y a du goût Tiger Woods, tu sais. Maintenant, regarde là la maîtresse de Tiger Woods. Puis, tu sais, fait que je partais ça, puis après ça, je décortiquais. Mais tu sais, ça a pris du temps, là, avant que ça fasse comme, mais ça, par exemple, quand t'es, je pense, un bon humoriste, tu travailles à comprendre la psychologie de la personne qui est en avant de toi pour trouver l'angle qui va faire passer ton message. S'acharner à un gag, pour moi, pas important. Un gag, je m'en sac, 2 gags, je m'en fais. Je m'acharne pas à ce qu'un gag passe. Je m'acharne à ce que j'ai envie de dire passe. Fait que si le gag fait mal, passe pas bien. Je vais te donner un autre exemple. Je sais pas combien de temps qu'on a. Tu m'arrêtes un petit peu. On a du temps. Autant que tu veux. J'ai fait un numéro avec Maud Landry pour animer un gala du Grand Montréal Comique. Et c'était le gala post-Gilbert, aux autres. Post Tout éclate, post Juste pour rire, pète, c'est toute la patente. C'était l'année post, c'est comme Gilbert. Puis à un moment donné, on a comme fait, pour vrai, pense pas qu'il y a grand filles qui vont faire des numéros sur Gilbert. Fait que, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Puis c'était pas un numéro sur Gilbert, là. C'était pas ça. L'angle qu'on avait décidé de prendre, c'est le premier gala qu'on anime et les galas du Grand Montréal Comique ne sont pas cannés télé, donc on n'a pas de filtre de censure. Fait que nous autres, on est partis avec ça. On a fait trop des shit. La télé nous censure pas. Fait que, yes sûr, on se lâche lousse. Mais on se rendait compte qu'à chaque fois qu'on faisait un gag qui était du point de vue de l'agresseur, mettons, là, ben là, ça donnait, on va dire, présumé agresseur, justicier. C'était que il y avait quelque chose qui se passait dans le public. Les gens faisaient ah, puis tu fais comme mais pourquoi tu fais ça? T'as de la pitié pour ce monsieur-là? Fait après ça, on a fait comme ah non, ils sont pas en train de faire ah, ils ont de la pitié pour la personne à qui il fait ça. Même si on punchait dans la gueule à Gilbert, ben là, nous autres, on avait parce que ils se mettaient à la place de la victime. Fait qu'on a fait hey shit, il faut qu'on les enlève de penser à la victime. Comment qu'on fait pour les sortir de penser à la victime? Fait que le goal est devenu que tu connais Maud Landry? Ouais. Maud Landry? Ouais. Le personnage de Maud Landry qui est un peu maladroit ou tu sais comme très comme jeune fille qui comme découvre la planète là. C'est un peu ça là. Fait qu'on a dit OK, toi, il va falloir que tu réussisses à apprécier le fait qu'on n'a pas de censure. Fait que ça va être toi qui va mettre dans les dents toutes les phrases qui n'ont pas de bon sens, tu sais. Puis au début, tu ne réussiras pas. Tu vas faire des affaires comme « Ouais, en tout cas, si... c'est quoi le gars? En tout cas, si j'étais une femme voilée, je peux te dire que personne ne verrait que j'ai des beaux cheveux en dessous. » Tu sais, comme... Fait que tu voyais qu'il n'y avait pas rien de... Tu fais comme, OK, tu profites pas du fait que t'es pas obligé de te censurer. Puis, à un moment donné, le monde cheerait pour elle, pour qu'elle réussisse à planter comme faut une bonne affaire qui se ferait censurer à TV. Puis c'est là qu'on y a collé les gags de Gilbert dans la gueule. Puis là, tout le monde était comme, wouah! Puis il capotait parce qu'il pensait plus à la victime, il pensait juste au fait qu'elle a réussi sa mission. Fait qu'elle a réussi sa mission de plus se censurer. Fait que c'est les mêmes gags, là. Mais il fallait juste trouver la façon de sortir le spectateur de la position de victime pour y mettre dans la gueule. Fait que ça, pour nous autres, moi, c'est le genre d'affaire qui m'allume, là. Je suis comme, on va les avoir. On va manipuler ces brains-là. C'est comme, oui, stratégie. Oui, puis c'est fait avec plein d'amour pour le public parce qu'on se dit, hey, pour vrai, ce qu'on a à dire, c'est super pertinent puis c'est le fun. Puis on aimerait vraiment ça qu'ils l'accueillent comme nous, on veut le dire. Alors, comment qu'on fait pour s'assurer qu'ils l'accueillent comme nous, on veut le dire? Ben, c'est d'être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur tête. C'est un gros travail, je pense. Puis je travaillais dans ce temps-là avec Antoine Desjardins. On travaillait sur le texte avec Antoine Desjardins. Puis il a fait, pour vrai, si 90% des humoristes faisaient le travail que tu as fait, il y aurait tellement de gags de sauver.
Ouais. Il y a tellement d'angles de sauver, il y aurait tellement de, tu sais, mais il dit souvent, ben, les gens font comme, ah, ça marche pas, puis ils flushent. Mais, fait que, c'est ça. Je pense que je m'acharne beaucoup plus sur comment faire passer les choses que garder un gag en vie, mettons. Ouais. Juste faire passer le propos. Mais c'est-tu parce que t'as un historique de ça, de avant, que c'était plus dur de faire passer le message, justement, fait que t'as réussi à développer, justement, cette habileté-là, puis aussi ce travail-là que t'es prête à mettre? Bonne question. En fait, je pense que la psyché de l'humain me fascine tout court. Souvent, le monde me dit pourquoi sexologue, puis je dis non, mais c'est parce que c'est quand quelqu'un ose te parler de son intimité ou décide d'avoir une vulnérabilité et de s'ouvrir à toi, que ça soit pour faire du sexe ou pour te parler de sa sexualité, j'ai l'impression que j'ai vraiment un accès direct à son âme. C'est comme rentrer direct dans la personne, là, parce que cette personne-là, elle ose se mettre à nu, pour pas faire de mauvais jeu de mots, mais devant toi, puis tu fais comme, hey, ce privilège-là est précieux. Fait que j'ai eu ça, moi, des femmes qui étaient victimes de violences conjugales, des femmes qui osaient me raconter des choses qu'elles n'avaient pas racontées à personne, tu sais, toutes ces affaires-là. Puis ça, je pense que tu chéris ça. Tu chéris l'être humain dans sa douleur qui ose te dire. Fait que si je suis devant des gens qui ont envie de rire, puis ce que je suis en train de faire, c'est leur faire vivre de la douleur, ben je pense que mon empathie prend le dessus. Moi, je suis pas capable, une pièce que j'ai eu ça en plus, je suis pas capable d'écouter des gags téléphoniques, mettons, ou des gags faits aux dépens de quelqu'un, ou genre Borat. Parce que sont tout le temps en train d'utiliser un sujet qui ne sait pas qu'il fait partie de la blague pour pouvoir bouncer dessus. Tu comprends? Il utilise un humain qui n'est pas consentant parce qu'il ne sait pas dans quoi il s'embarque pour pouvoir bouncer dessus. Ouais, fait que moi, j'étais malade. Les gags juste pour rire, c'est la même affaire. T'sais, les gags juste pour rire, c'est comme on va utiliser quelqu'un qui ne sait pas, ben, on va hey, Jack, la caméra, tu sais, comme la même affaire pour les gags puis tout ça. Moi, à place de rire, je vis un profond malaise parce que l'empathie et la compassion, je me crisse dans les souliers de la personne qui est en train de se faire avoir. Fait que je suis pas bien. Je suis pas capable de rire de ces affaires-là. Je vais pas dans ça quand je fais de l'humour. Tu sais, je dis pas qu'il faut pas le faire, là. Je veux dire, comme libre à toi de le faire. Je pense pas que tu es en train de brimer quelqu'un ou de briser. Tu sais, c'est pas ça. Mais moi, c'est pas le genre d'humour que j'ai envie de faire. Ouais, je comprends. Puis moi, je me demandais, là, maintenant qu'on a déterminé les angles et tout ça, comment c'est important, mais comment tu fais, mettons que tu as trouvé ton idée puis ton angle, OK? Mais comment tu fais c'est quoi ton cheminement puis ton processus pour ensuite mettre ça sur papier puis en faire une joke que tu vas présenter soit dans un number sur scène, soit à la télé? Je me suis rendu compte avec les années qu'il y a comme pas mal deux branches. Tu sais, comme il y a le Y, là, il y a comme deux branches. Là. Ça part d'un bord ou ça. En fait, soit que la blague me vient dans un flash, elle est écrite, puis je pars de cette blague-là pour essayer de mouler quelque chose alentour. Mais ça, c'est l'eureka, là. C'est rare que c'est le même. Ou sinon, il y a un sujet qui me fascine. Puis là, ça va cogiter pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, des fois même des mois avant que j'ose mettre une phrase sur papier. Des fois, je vais pogner quelque chose, des mots-clés dans mon téléphone pour pas les oublier. Je vais retourner lire les mots-clés. Je vais dire, non, pas ça. Fait qu'il y a beaucoup du travail qui se fait aérien, là. On va y aller pour aérien parce que aussitôt que je mets ça sur papier, moi, je travaille beaucoup à défaire le chapeau de clown et le chapeau de juge. C'est très dur pour moi de diviser les deux. Souvent, j'y colle ensemble, puis ça, quand tu es sur papier puis que tu mets ton chapeau de juge en même temps, ça fuck, là. Fait que souvent, j'y vais aérien, puis je pense à mes affaires. Puis à un moment donné, mais je le sais que j'ai 3-4 filons, 3-4 blagues, puis là, je pars avec ça. Je pars avec les 3-4 filons, 3-4 blagues, que ce soit des mots-clés que j'ai écrits dans le téléphone ou pas. Mais là, je vais partir avec ça. Mais souvent, ça va partir de quelque chose qui se passe, tu sais. Pendant longtemps, j'ai eu la phrase dans la tête. Comment ça, les gars nous crient des affaires dans... Parce que moi, à un moment donné, il m'avait fait crier, genre... pas exactement la phrase que je dis dans mon show, là, mais genre... connerie, là. C'est beau tes vêtements, je te présenterai à ma mère, viens-tu? Tu sais, une connerie de même, là, tu sais. Ouais. Puis là, je fais comme... les filles crient pas des affaires de même aux gars dans la rue. Puis là, je fais comme, mais pourquoi nous autres, on crie pas des affaires de même aux gars dans la rue? Puis je suis dans mon char, là, je me souviens très bien, je suis sur
Saint-Urbain, esti, descend vers le sud. Je suis comme, pourquoi t'es à un moment donné, je fais, ne crée pas des affaires de même aux gars parce qu'on sait qu'ils vont dire oui, ben, parce qu'on va être dans la merde. Puis tu sais, comme, et c'est juste ça qui m'est venu. Il me dit, nous autres, on crée pas des affaires aux gars parce qu'on sait qu'ils vont dire oui, puis après ça, on va faire, oh shit, il a dit oui. C'est comme, fait que ça, pour moi, j'ai comme fait, OK, tu vois, ça, c'est peut-être pas une vérité absolue, là. Tu comprends, là? On n'est pas une vérité, là. L'humour, c'est d'exagération puis tout. Ça, cette phrase-là est devenue un numéro sur le catcalling au complet, mais presque 7 mois après, là. 7 mois après cette phrase-là. J'arrive pas à écrire à tous les jours de m'asseoir ou même dire, là, il faut que j'écrive aujourd'hui. Écrivons aujourd'hui. Ça marche pas. Ça me prend quelque chose qui me fait chier, ça me prend un sujet qui me gosse, ça me prend une affaire que mon gars fait qui me fait tellement rire que je fais comme, oh, je vais analyser ce comportement-là, puis je vais aller essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec l'humain là-dedans, puis tu sais. C'est pour ça que je fais beaucoup de moi sur scène, qu'est-ce qui se passe avec moi, voici moi, comme bien des humoristes. Mais c'est parce que même si bien du monde ont diminué et ri c'est drôle parce que c'est vrai, mais c'est vrai que c'est drôle parce que c'est vrai. C'est vrai que c'est drôle parce que c'est vrai, mais il faut que tu trouves une esti de bonne blague pour que ça soit encore plus drôle puis que tu surenchères parce que juste dire comme c'est vrai, ben ok, parfait. Ouais, c'est un fun fact. Vrai, hein, on craque toute de la peau à l'hiver, c'est dur ça la peau. Ben oui, mais ok, parfait, où ta joke? Fait que ça te prend une joke qui va avec ça. Fait que, moi, je ne minimise pas le c'est drôle parce que c'est vrai, surtout pas quand c'est des choses qui sont intimes, quand c'est des choses que tu. À chaque fois, moi, je fais que je peux pas dire ça sur scène. Je fais ah ouais, ça veut dire qu'il faut que je le dise sur scène. Parce que je suis comme I got something. Si moi je suis en train de vivre du malaise, avec tout le bagage que j'ai, si je suis en train de vivre du malaise, c'est parce que Chris, il y a un shitload de personnes qui est en train de vivre du malaise avec ça. On va rentrer dans ce malaise-là, on va le dénouer, puis on va avoir du fun là-dedans, parce que ça va venir avec de la gêne, des petits rires, des petits rires, ah, tabarnak, je peux pas croire qu'elle dit ça, tout. Ouais. Que j'ai forgé pas mal mon humour sur ce feeling-là, tu sais. Le feeling de il faut que je désamorce ce malaise-là. Puis des fois, le malaise est politique, des fois, il est sexuel, des fois, il est parental, mais tu sais, comme, il y a de quoi, là, tu sais. Ouais. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut descendre, faut descendre Saint-Urbain vers le sud, puis là, c'est là qu'on va trouver toutes nos idées. Vas-y! C'est là que tu vas te faire 4 calls, puis tu vas faire comme, j'ai un flash. Mais je dirais pas oui, sinon j'aurais pas de joke après. Fait que... Mais, pas ton numéro, peut-être pas puncher dessus. C'est ça, exactement. Mais comment tu fais justement pour. Ben, c'est peut-être une énorme question, mais comment tu fais justement pour défaire les malaises, tu sais? Parce que justement, tu sais, la première réaction qu'on a, c'est le malaise, c'est pas le rire. Fait que... Non, mais mon malaise, je ne m'arrange pas pour rendre les autres malaises. Je passe mon malaise par mon filtre, donc de l'autodérision. Fait que je ris de moi, le malaise, ils l'ont au début pour moi, mais si moi je pète mon malaise, ben là, ils l'ont pas, tu sais. Ouais. C'est pour ça que je parle beaucoup d'autodérision. C'est pour ça, je me souviens, un premier numéro que je faisais, c'était que j'expliquais que c'est beau, là, dans le film, là, quand le gars, il lève la fille puis qu'il la cote dans le mur, puis que, tu sais, comme il tasse tous les objets qu'il y a sur l'affaire ou peu importe quoi, puis qu'il la cote dans le mur. Mais moi, à 200 X livres, tu sais, dans le temps 220, maintenant 240, peu importe, il disait, OK, bonne chance pour reproduire cette scène, tu sais. Fait que si tu fais comme c'est vraiment nice, puis nous autres on n'a pas de piquant dans notre vie, puis ça serait vraiment le fun qu'il me lève puis qu'il m'accote dans le mur, puis tu sais, fait comme OK, moi je l'ai essayé, m'a dit comment que ça vit. Comme toute vision du romantisme là, puis de super hot là, puis que le gars, tu penses qu'il va rentrer un one shot deal durant le temps qu'il est en train de te tenir à côté dans le mur, pendant le temps qu'habituellement il prend son pénis puis qu'il donne des petits coups de pinceau pour trouver le trou. Chris, ça se passera pas là, ça se passera pas comme tu penses. Fait que c'est ça, c'est souvent ça que je fais. Je pète la romance. Puis parce que moi aussi, je me fais avoir dans cette vie-là de représentation de patente. Moi, quand je suis allée faire ma première échographie, je m'attendais à ce que ça soit une pièce ensoleillée avec des plantes vertes,
des draps blancs sur un genre de lit de médecin, une télé à côté, une madame souriante qui sent bon. Fuck all! Puis là, je fais, comment ça? Je pensais ça. Mais parce que c'est juste ça qu'on voit dans les films. Tu rentres, il fait noir, qu'elle crisse, il y a juste un écran d'allumé, puis tu sais, c'est un gars qui te dit, assis-toi là. Tu sais, puis j'étais comme, hey, je suis fait avoir. Autant que je peux être allumée sur la sexualité, mais c'est fait avoir là-dessus. Fait que combien de personnes se font avoir sur la représentation de quelque chose, puis que quand arrive le temps de dire la vérité, c'est ça qui est drôle. Parce que tu fais comme, me suis fait avoir. Tu sais, comme, me suis fait avoir, puis moi aussi, je pensais pas que c'était comme ça, puis moi aussi, j'ai réagi de même. Puis souvent, la honte est un très grand moteur de rire, parce que si tu as eu honte de ça, puis que là, tu sens qu'il y a d'autres personnes qui l'ont vécu, puis qui l'ont vécu avec toi, puis que, tu sais, regarde, là, ça devient plus drôle, là, tu sais. Ok, ouais. Puis est-ce que c'est de la même façon que tu passes pour rendre, mettons, ton humour, mettons, je sais pas si c'est le bon mot, mais mettons, accessible à tous, parce que c'est, tu sais, souvent, c'est de l'humour intelligent, tu sais, c'est des affaires, ça a du propos, puis etc. Fait que ça a-tu été dur, mettons, de le faire passer? En fait, ce qui a été dur à faire comprendre, c'est que je cherche pas à ce que ça soit accessible à tous. Ok, C'est ouais. dans le sens que moi, j'ai pas besoin d'avoir 17 à 77 ans dans ma salle. Parce que aussitôt qu'il y a quelqu'un qui est en bas de 17 ans, mettons, 16 ans, ben, cette personne-là devient comme on est dans un souper d'adultes, puis là, t'as un enfant qui monte du sous-sol, t'es en train de parler de pénétration anale, t'es comme, hey! Ah, qu'est-ce que tu fais? Ben oui, de la crème glacée. Va chercher, Toby, la crème glacée. Puis là, c'est comme, il descend en bas, puis on est comme, OK, regarde, on continue. Tu sais, il est en haut en permanence, ça fuck le mot dans le style, tu sais. Moi, je suis contente que Tommy de 16 ans entende parler de pénétration anale. Je suis bien contente qu'il soit dans mon show. Mais je sais que ça va rendre plein d'adultes mal à l'aise, tu sais. Fait que je préfère comme mettre 16 ans. 16 ans, c'est comme le minimum pour venir à mon show. Pas parce que je veux pas que la fille de 14 ans entende ce que j'ai à dire. Au contraire, j'aimerais ça. Mais c'est parce que je sais que ça va venir gâcher l'expérience de 90% de la salle. Fait que c'est pas nécessaire, tu sais. Mais je pense que le fait que je passe encore par moi, ça fait que les gens écoutent la réalité, les gens écoutent l'intimité, les gens sont intéressés à l'intimité. Tu sais, ça a longtemps été vu comme un genre de hey, c'est un maudit bon show à voir entre filles, ça. Mais moi, j'ai un shitload de filles qui viennent voir mon show, puis quand je repasse dans leur ville, ils arrivent avec leur chum. Ils font comme moi, il y a des affaires qu'il faut que t'entendes. Ça me fait énormément rire. C'est parce que moi, j'ai un numéro complet de ce qui se passe dans la tête d'une femme quand elle a une tête entre les deux jambes. C'est un number complet. J'ai fait un gala de Mike Ward avec ça en 2013. Il ferme mon entracte. Comme juste avant l'entracte, quand je fais un entracte, ce numéro-là, il pète tout encore aujourd'hui parce qu'en 2013, personne ne savait j'étais qui, puis c'est pas le 7 mois. Fait que, tu sais, comme parfait, c'était bien correct, tu sais. Mais ce numéro-là, il y a des filles qui font comme que j'ai le goût de mettre mon chum sur le speakerphone, tu sais. Pas parce qu'ils sont pas bons, pas parce qu'ils, tu sais, mais pour que enfin ça soit dit au grand jour, tu sais, enfin cette communication a lieu. Je capote quand les gens me disent on est arrivé chez nous puis on a parlé de telle affaire, mon chum et moi, parce que t'avais dit telle affaire. Je suis comme yay! Tu sais, tu sais, comme j'ai fait que je pense pas que personne voit mon show comme un show engagé. Moi, je sais que c'est ça que je fais. Je sais même qu'il y a de la perception des gens qui le voient pas comme ça, dans le sens même dans les médias, à un moment donné, j'étais sur le gala engagé avec mon numéro sur le catcalling et un journaliste a dit que j'étais pas dans le sujet engagé. Puis j'étais comme, OK, je pense que c'est lui qui a pas compris qu'est-ce que c'est faire de l'humour engagé. C'est pas nécessairement de la politique, mais peut-être que juste de mettre en pleine face un problème social du catcalling. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est quand les gars crient des affaires à sa rue sexuelles habituellement ou des compliments que tu veux pas ou souris t'es belle. Là. Fait que ça c'est du catcalling. Puis ça c'est un problème. Puis comme il y a pas de raison pourquoi quelqu'un déciderait. Moi je suis déjà sortie d'un show à un moment donné. Scène extérieure juste pour rire. J'étais allée me chercher une poutine au food truck. Il y a un gars qui arrive, il fait bonjour, ça va bien, oui, vous venez souvent au festival, oui, je vous trouve vraiment belle, merci, nanana. Blablabla, je jase un peu avec, mais tu sais, comme, j'attends ma poutine, je suis pognée, là. Tu sais, j'ai pas envie de jaser avec ce gars-là, mais tu sais, comme, j'y monte, tu sais, comme, je me détache de lui physiquement,
Je vais à l'autre opposé quand il est là. Des fois, il me suit puis il continue à me parler. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, hey, arrête-tu la poutine? Puis le pogne la poutine m'en va. Mais avec la poutine, je passe devant un autre gars qui est assis sur un banc. Il fait, on a si gros cul, tu n'aurais pas de manger de poutine. Je fais, voyons, tabarnak, y a-tu moyen que j'aille me chercher une poutine en paix? Ouais. Tu sais, il y a 2 gars dans l'espace de si peu de temps qui l'ont fait comme, je fais, OK, là, c'était. Fait que ça, tu fais comme, si moi je vis ça, il y en a d'autres qui vivent ça. Mhm. Si un journaliste n'est pas capable de voir que du catcalling, c'est un sujet engagé. Fait que, tu sais, je pense pas que je pense pas que les gens se déplacent dans ma salle en me disant, voir, elle parle des affaires engagées. Pas en tout. Je suis certaine qu'ils font comme, non, tu vas voir, elle parle exactement de tout ce qu'on dit quand on est dans un chalet après 4 bouteilles de vin en gang. Ouais. C'est juste que je le fais à jeun, avec une perspective qui est réfléchie, mais c'est pas ça qui prime. C'est pas la perspective réfléchie qui prime. C'est l'humour, le fun, le party de chalet. C'est comme ça que ça se passe dans le show. C'est juste que moi, je sais tout le travail qui a été derrière de réflexion qui m'a amené à faire ce party de chalet-là. Ouais, je comprends. Moi, je me demandais, ben, tu en as parlé un petit peu tantôt, quand tu disais de l'exemple de la scène extérieure, puis des corpos, mais est-ce que tu t'es vu dans l'obligation de refuser certaines opportunités parce que justement, ça ne fitait pas avec le contexte de l'opportunité, mettons? En fait, j'ai souvent mis en garde des gens qui, Ok. eux, après ça, ont décidé de pas faire affaire avec moi. Ok. Parce que j'ai pas refusé, parce que moi, je pense que le client a toujours le choix. Mais je leur dis, si vous demandez pour moi, est-ce que vous savez ce que je fais dans la vie? Parce que c'est pas vrai que je vais arriver, tu sais. Puis c'est arrivé une fois où le booker a dit non, il n'y a pas d'enfants. C'est un party de Noël d'électricien. Puis finalement, il y avait des femmes, des enfants dans la salle, puis toute la patente. Alex Roy a fait la première partie. Ça a super bien été. Puis moi, quand je suis arrivée en deuxième partie, j'ai fait, pour vrai, c'est le temps d'aller coucher vos enfants. Parce que moi, on m'a dit qu'il n'y aurait pas d'enfants, puis le matériel que je fais, c'est à vos risques et périls de devoir après expliquer des choses à vos enfants demain matin. Fait que, tu sais, et ça a créé un fret. Ouais. Ça a créé un fret parce que moi, on dit, ben là, on est à l'hôtel, puis là, on est les deux ici, puis là, si notre enfant n'est pas là, ben là, tu sais. Fait que ça avait créé un fret. Mais récemment, il y a un électricien qui est venu chez nous, ben j'avais besoin d'un électricien. Puis j'ai fait, je te connais, toi? Puis là, j'ai fait, ben ça se peut. Tu sais, comme je fais d'humour. Puis il fait, oui! Puis tu t'as fait notre partie de Noël à un moment donné. Je savais pas. Puis là, ouais, j'ai fait, oh shit, j'ai dit, c'était le party de Noël, il y avait des enfants. Il a fait, ouais, il dit, à partir de cette année-là, après ça, les enfants étaient plus permis. J'étais comme, ah, ben voilà. Tu sais, mais, tu sais, ça, oui, il y a j'ai pas refusé des choses, mais j'ai volontairement mis le client en garde pour que il ait pas, tu sais, ça me sert à rien, moi, d'aller faire un corpo puis que le client soit fâché. Parce que ce client-là va en parler à d'autres clients, puis tu sais, comme, puis l'autre client, ça aurait pu très bien faire, mais il va pas bien parler de moi. Fait que, ouais, puis j'ai déjà refusé de faire des gigs, mais pas par rapport à ce que je fais, mais par rapport à mes valeurs, parce que j'aime beaucoup le mode du roast. Et puis, on m'a déjà demandé de roaster des gens que je respectais pas. Fait que j'ai préféré de pas le faire parce que si tu respectes pas la personne que tu roastes, ben c'est pas un roast, c'est juste un je t'aime pas. Puis je n'aurais pas pourquoi je me forcerais de écrire des bonnes blagues pour quelqu'un que j'aime pas. Ouais. Tant qu'à faire, je vais juste l'insulter. Non, c'est ça. Je ne casserai pas la tête. Ouais. Comme, je vais aller faire un caca dans un sac, moi, il donner m'a collé mon camp. T'as-tu un personnage de scène en tant que tel ou est-ce que c'est toi? Légèrement, c'est moi, là, je veux dire, je le prends comme, c'est mon double de vie, là, c'est pas, on n'est pas très loin de ma réalité, mais je l'ai un peu plus familial, tu sais, en fait, dans les niveaux de langage, tu as plusieurs niveaux. Ouais. Il y a le niveau, genre, comme le français international, tu sais, comme toutes ces affaires-là. Ouais. Bon. Moi, j'ai volontairement sorti du ton pédagogue et rentré dans un langage un peu plus familier. Tu sais, quand je parle avec ma mère ou mon chum, je vais souvent dire, je sais pas moi, j'essaie d'avoir un exemple puis j'ai pas de la misère à le trouver là, mais je vais avoir de l'air moins, mon français va être plus soutenu, tu sais, comme je te parle là.
Mais mettons que je vais arriver sur la scène, je vais dire, voyons, Caroline, tu sais, comme, il va avoir un plus familier. Parce que de toute façon, j'en ai rien à chier à ce que les gens du Devoir écoutent ce que j'ai à dire, tu sais. Je veux que les gens qui écrivent dans le Devoir entendent ce que j'ai à dire, parce que c'est pas vrai que parce que tu es intelligent que tu as, selon moi, une sexualité équilibrée. Mais, mais l'affaire, c'est que eux autres, ils vont me comprendre même si j'utilise un langage familier. Tandis que la personne qui est plus défavorisée, puis qui a un peu plus de difficultés, puis que aussitôt que tu utilises un langage trop soutenu, va faire « Ziggy, cette snob-là, je veux pas avoir. » Ben, moi, c'est celle-là à qui je veux parler. Fait que je préfère 1000 fois plus utiliser un langage un peu plus familier, comme avec mes chums de filles quand justement j'ai pris une bouteille de vin, que quand je sors mon langage Radio-Canada, quand je vois tout le monde en parler. Ouais. Je me souviens, j'avais vu quelque chose de tellement bon je sais pas si tu connais Queen Latifah, qui est une rappeuse, actrice, puis cette femme-là, à un moment donné, dans un film, il y a un gars qui dit, tu sais, comme, pourquoi tu parles? Tu sais, ben, t'es comme, elle dit, regarde, je suis capable de parler comme toi, puis elle se met, tu sais, comme, il donnait un langage super soutenu, familier. Ben, mais, that's not how I get to my people. Ouais. Puis j'étais comme, voilà. Moi, ce que je veux, moi, c'est, fait que la seule différence que je vois probablement avec moi sur scène et moi, c'est que bien sûr, il y a des choses qui sont exagérées parce que ça reste ma vie, mais c'est pas ma vie est pas assez drôle pour être 100% sur scène, dans le sens que tu mets un chair après l'os. Mais il y a aussi mon vocabulaire est un petit peu plus cassé. Tu sais. OK. C'est ça, cassé. OK. Le boss. Je vais dire à mon chum, mettons, t'as-tu ta passe d'autobus? Mais tu sais, sur scène, je ferais comme, t'as-tu ta passe de boss? Ouais. Il y a quelque chose de plus faible. Ça, je me souviens, il y a un prof de français à l'École nationale de l'humour qui avait fait, pourquoi tu fais ça? Je t'ai déjà entendu à parler avec les gens. Je sais que tu parles super bien, puis tout ça. Puis j'étais comme, ouais, c'est voulu. C'est voulu. Ça m'a aidé à casser mon ton de pédagogue. Un, puis deux, ben, il y a un purpose derrière ça. Là. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça fait moins pédagogue aussi quand tu te fais parler de même. Ouais. Moi, je voulais revenir sur ton podcast, sur les Fallops. Parce que nous, je sais pas si tu le savais, mais on a reçu Preach sur le podcast, puis il en a parlé aussi un petit peu de votre podcast. Que j'étais fine ou que j'étais une conne? Pardon? Que j'étais fine ou que j'étais une conne? Je sais pas si on peut Très dire. fine. Très fine. Ok, c'est beau. Conne, ça me fait rire. Conne. En tout cas, il nous l'a pas dit à nous autres, mais non, puis il en a parlé en bien, puis de ta relation avec lui, puis tout. Mais moi, je me demandais dans quel, t'en as parlé un petit peu tantôt, mais comment ça a été créé cette histoire-là? Je sais que c'est lui qui est venu avec l'idée, le projet un petit peu, mais tu sais, tu t'es investi beaucoup, puis ça a beaucoup de succès, puis ça fonctionne bien. Fait que comment ça se passe? Tu peux-tu nous en parler un petit peu plus de ce podcast-là? Mais moi, ça faisait... Tout le monde me disait, pourquoi tu fais pas un podcast sur le sexe? Pourquoi tu fais pas un podcast sur le sexe? Puis j'étais comme, pour vrai, c'est parce que la technique me fait chier. Toute la technique, les caméras, toute la patente. Puis pourtant, mon chum pourrait tout gérer ça. Là. Mais j'étais comme, ça me tente pas. Ça me tente pas d'arriver chez nous puis de faire à mon chum, déjà qui m'aide beaucoup pour des affaires, tu sais. Fait que j'étais comme, non, ça me tente pas. Fait que là, j'ai dit, quand Preach, il m'a dit, pour vrai, I know people. Puis j'étais comme, know people? I got talent? Let's do this. On va mixer ça. Puis, pour vrai, la seule affaire que j'ai demandé, c'est, moi, je sais pourquoi je veux faire un podcast sur le sexe. Mais toi, pourquoi tu veux faire un podcast sur le sexe? Parce que ça m'intéresse pas que ça vire en freak show. Je veux pas qu'on manque de respect à nos auditeurs, peu importe qui ils sont, dans quelle peau ils sont, de quelle orientation qu'ils sont, tu sais, tout ça. J'ai dit, il va y avoir des boundaries qu'on dépassera pas, mais il y aura pas de sujet qu'on dépassera pas. C'est comme, tout ça, on peut aller à fond la caisse, mais dans le respect du monde. Fait que ça, puis c'est lui qui m'a dit que dans sa communauté, il y avait moins de monde qui éduquaient leurs enfants sur la sexualité. C'est surtout une éducation comme dans les années 50, 40, je dirais même jusqu'à 70 ici, je t'éduque sur le sexe pour te dire que ça, c'est pas bon, qu'il faut pas que tu fasses ça, reviens-moi pas avec un enfant, il y a des bébites, tu sais, comme si jamais tu fais ça quand t'es jeune, tu vas être une clope, tout. Fait que c'était tout le temps de l'éducation par la peur, par les interdits et tout le kit. Puis il me disait, tu sais, il y a encore beaucoup ça dans ma communauté, fait qu'il dit, je cherche à
faire un produit ou quelque chose d'éducatif et le fun, qu'on parle de plaisir, qu'on parle des différentes choses. Puis ça m'a beaucoup charmé. Puis quand il nous a mis en contact avec JetLab, qui a fait la réalisation du podcast avant même qu'on soit confinés, là. Je veux dire, nous autres, on avait des épisodes de pre-tapés qui étaient vraiment très. Le gars, il l'a échappé. Il était à 4 caméras. À un moment donné, je sais comme, c'est un podcast, là, Kenzo. J'étais comme, on pourra jamais payer ça, là. Il était comme, non, I believe in you, people, toute la patate. Fait que, finalement, on a eu tellement de fun. La dynamique, elle s'est tellement établie vite. Le plaisir, on l'avait en fait, moi puis Preach avant, là, parce que je le connaissais depuis le bordel. Fait qu'on savait que cette dynamique-là, nos rires ensemble sont musicales. Fait que c'est tout fitait, puis j'ai fait, OK, moi, je jump 100% là-dedans, all the way. Je link mon Facebook personnel à ça pour essayer de mousser toute la patente. Puis ça a donné quelque chose de très bien, tu sais. Ça fait officiellement 1 an. C'est drôle qu'on se parle aujourd'hui parce que Jack, il m'a réécrit puis il a fait check. C'est aujourd'hui qu'on a enregistré nos premiers podcasts. T'sais. Fait que, il parle un peu ses réseaux sociaux, si tu veux. Il dit, moi, j'ai ça dans mes souvenirs qu'aujourd'hui, on a enregistré nos premiers podcasts il y a 1 an. Puis j'ai fait trop des shit, ça fait déjà 1 an. C'est sûr que tout le monde a le rêve de faire, j'espère qu'on va avoir 90 000 followers, puis tu sais, comme 60 000 Patreon, puis tu sais, mais c'est pas la réalité. Tu sais, on sait c'est quoi le podcast, là, mais notre banque s'est buildée rapidement pour qu'on ait vraiment la motivation de parler à beaucoup de monde. On s'est rendu compte qu'on parlait à beaucoup de monde, puis que l'engagement des gens qui nous suivent est immense. C'est fou comment que les gens sont prêts à parler de leur sexualité puis de leur fesses. Là. Ça me fascine dans n'importe quel sujet, des sujets durs, des sujets... on parlait des médicaments puis de la sexualité, de la dépression puis de la sexualité. On a invité Varda à faire notre podcast qui, elle, était maniaco-dépressive. Je pense pas qu'il dit bipolaire. Mais, fait que, elle est allée all-in. Puis là, fait que les gens vont all-in. C'est ça. Le tabou de parler bien de sexualité existe encore. Il y a du sexe partout dans notre société, mais de bien en parler, d'oser dire les affaires, de parler des bons mots, de dénouer des malaises, de rire des affaires qui sont drôles, parce qu'il y en a plein d'affaires de drôles. Ben ça, c'est pas tant fait. C'est pour ça que je suis bien fière du produit, puis je suis bien fière de... Je sais même plus, c'est Jack qui s'occupe de la technique, fait que tu sais, si on compile toutes nos écoutes, puis toutes nos views, puis toute la patente, tu fais comme « Holy shit, OK. » Il y a des truckers qui nous écoutent sur leur route, là. Tu fais comme « Tabarouette, ça vient de partout, là, toutes sortes de monde. Là. C'est pas... il n'y a pas un profil de notre auditeur qui est faisable. Là. Surtout que Preach amène une gang que moi, puis que moi, j'amène une gang de filles qui font comme « Est-ce qu'il est beau, Preach? » Je fais « Oh, écoute-le, il est intéressant, madame. » On a besoin de ça. Ah, cool. C'est pas mal fier du produit, mettons. Puis là, corrige-moi si je me trompe, mais c'est assez récent que vous faites ça en live? Il me semble au début, c'était pas en live, right? C'était depuis la pandémie. OK, ouais. La pandémie a tapé, puis on a fait, OK, on était tellement collés dans les shots qu'on pouvait plus pre-taper. Nous autres, on pre-tapait 4 épisodes pour le mois. On se voyait un lundi par mois. On tapait 4 épisodes qui sied entre 35 à 1 heure, mettons. C'est gros max. Fait avec nos invités, on faisait 45 à 1 heure, puis quand c'était juste Moppy Preach, on faisait juste une demi-heure. C'était un format parfait, c'est un petit podcast, mais depuis qu'on fait du live, ben là, les gens interagissent avec nous. Fait qu'on a upgradé ça à 1 heure, invité ou pas, là. On est toujours à peu près à 1 heure et quart. Mais il y a quelque chose de très cool d'avoir des commentaires en direct. Ben oui. Pour nous autres, le monde qui écrive, le monde qui nous dit des coucous, puis tu sais, savoir qu'on parle vraiment du monde en même temps, mais il y a quelque chose de moins personnel d'avoir Preach dans l'écran, puis d'avoir mon invité dans l'écran, au lieu qu'on soit collés à côté de l'autre, qu'on s'est dit « Hey, salut, ça va bien » avant que les caméras roll, qu'on aille manger du poulet sur l'heure du dîner. Tu sais, tout ça manque, là. Mais je pense que le podcast est la seule chose qui est restée stable depuis la pandémie, dans le sens que oui, on a changé le format, mais c'est la seule chose qui est restée stable. On a pris les journées de la construction, là. On a pris des vacances de construction.
Puis c'est tout. Fait que tu fais comme, hey, s'il y a quelque chose qu'on a besoin pendant cette pandémie-là, c'est un peu de stabilité. Fait que je suis comme, thank God pour les fallops. Ouais, ben, nous aussi, on avait commencé à le faire en personne, notre podcast, entre les deux zones. Là, puis finalement, qui a duré on 2 est semaines. parti sur ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. ça. Son rideau de bouche en arrière, par exemple, ça donne vraiment un peu. Pardon? C'est beau, hein, ça se défait. C'est magnifique. Il y a un petit peu plié, là. Ah ouais, écoute. C'est ça, c'est un concept, ça. Mon studio professionnel. Pour vrai, moi, ça m'a pris du temps avant d'avoir un espace, mais quand la pandémie a frappé, j'ai comme fait, hey, là, on monte des murs en esti. J'ai besoin d'un bureau parce qu'il y a trop de monde dans le bureau. C'est rock'n'roll. Mais, oui, je me demandais si. C'est que. Ben, ça peut être au niveau du stand-up ou à d'autres niveaux, mais qu'est-ce qui t'inspire ou qui t'a inspiré, mettons, dans ton humour? Mais moi, j'ai été élevée par un homme qui est né, mon père, effectivement, et ma mère ensemble. On va mettre ça de même. Mais mon père est natif de l'Alberta, même si c'est un couture qui est un francophone. Ses parents sont francophones. C'est juste qu'il est natif de l'Alberta. Il parlait français à la maison, il allait à l'école en français, mais l'anglais, c'était le street language, puis la télé, c'était en anglais parce qu'il est en Alberta, puis tout ça. Fait que moi, j'ai été élevée beaucoup avec la culture anglophone chez nous, beaucoup plus que francophone. Et mon père étant mon père, qui vient de l'Ouest canadien, ben, écoutait The Blue Collar Comedy Tour. Je sais pas, en tout cas, regarde, pour vrai. C'est 4 gars, 4 ou 3? Non, 4 gars. 4 gars, très redneck. Là-dedans, il y a le gars qui fait tout le temps « Get her done ». Puis, tu sais, comme il y a des chemises à carreaux coupées ici, puis qu'il n'y a pas de classe, puis il tripe sur des machines à péter, puis en tout cas. Ouais. Puis, t'as aussi l'autre qui est très cowboy avec sa famille, puis t'as Ron White, qui est le gars qui avait tout le temps un scotch puis une cigarette sur scène, puis tu sais, comme... Ces gars-là m'ont fait comme wow, tu sais, il y a eu de l'humour que j'ai découvert avec ces gars-là que je connaissais pas parce que j'ai parlé anglais très tôt. Puis quand j'ai commencé à découvrir l'humour francophone, ça a donné pas mal en même temps que j'étais au cégep. Puis d'ailleurs, j'ai découvert Dalida aussi au cégep parce qu'il reste qu'on n'écoutait pas de musique française chez nous. Et Jourdassin, tout le monde Jourdassin. Puis qui c'est Jean? Bon, mais c'est Jean, ça a l'air, c'est cool de triper sur Jourdassin, mais en tout cas. Et finalement, je suis arrivée à... Là, je suis arrivée à m'immiscer, comme... J'ai fait une immersion de l'humour francophone. Là. Quand j'étais au cégep, j'ai commencé à découvrir c'était quoi. Et c'est là que, en même temps, Lise Dion sortait son numéro sur le point G. Et ça m'a flabbergasté parce que j'ai fait « Holy shit! » Une madame qui parle de sexe à télé, c'est drôle. C'est percutant, ça parle d'un sujet tabou, il y a plein de malaises qui viennent avec le point G et on est il y a 25 ans. Fait que calcul, là, ça fait exactement 25 ans cette année que le point G a été écrit, en tout cas du moins joué à Juste pour rire en gala. Fait que ça m'avait beaucoup poussé à aller en sexologie parce que je trouvais ça vraiment pertinent. Moi, j'étais au cégep puis je savais pas trop ce que je voulais faire. Puis la sexologie avait été une option. Puis quand j'ai vu les Dion faire ça, j'ai fait « Ah, je m'en vais sexologue ». Tu sais, ça faisait partie de ma démarche. Fait qu'elle, ça m'a inspiré comme ça, tu sais, du stand-up, de l'autodérision, de parler des choses qui sont tabous. Tu sais, beaucoup de monde vont lever le nez sur l'humour de Lise Dion parce que ça fait maintenant au-dessus de 25 ans qu'elle est là, puis qu'ils vont dire que c'est de l'humour de ma tante et tout ça. Mais essaye, toi, d'arriver sur scène avec une burqa puis faire un bon number. Ouais, c'est vrai. Que ça soit de l'humour de ma tante, tu sais. Ouais. Essaye d'arriver à parler de point G puis que ça soit de l'humour de ma tante, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose par rapport à l'analyse qui bon, ben, je veux pas, Lise, elle parle de ce qu'elle connaît, là, puis elle est rendue à ménopause. Elle fait des jokes de ménopause, c'est ce que je te dis. Ouais. Peut-être que moi aussi, je vais en faire rendu là, quand. Mais tu sais, de taper ses doigts qu'elle fait de l'humour de ma tante parce qu'elle fait des jokes de ménopause, quand ça fait 8 estis de gars que j'entends faire des numéros d'examen de la prostate, je fais comme, ah ouais, ça c'est mon oncle, ça, des numéros de prostate, tu sais, comme, à un moment donné, tu fais comme,
il faut falloir gager, là. Et Ah aussi, ils se font mettre des doigts dans le cul par un médecin, il faut qu'il en fasse un number, là. Fait que. Fait que pour moi, fait qu'il y a beaucoup de. J'ai beaucoup de compassion pour du monde qui sont jugés en humour parce que je sens que les jeunes jugent les vieux, je sens que les vieux jugent les jeunes. Ouais. Moi, j'avais demandé à un moment donné à Marie-Aujean, j'ai fait qu'est-ce qui est le plus dur dans notre job? Ça fait longtemps que tu fais ça, là. Puis j'ai pas besoin d'aimer l'humour de Marie-Aujean, mais je sais que Marie-Aujean, il y a une crise de la grosse cabane, tu comprends? Puis fait que ça fait un bout de temps qu'il fait ça, il a réussi, il en a fait des tournées, tu sais. Fait qu'il y a quand même des apprentissages à faire de ce gars-là. Puis il m'avait dit, le plus dur, c'est de pas perdre le public que tu as acquis, puis d'essayer de t'en faire du nouveau. Hmm. Puis j'ai fait, oh. Il dit, à chaque fois que tu fais un show, si tu veux te renouveler, puis que tu veux pas perdre les gens que tu as acquis, mais que tu veux te renouveler pour être au goût du jour, ben là, tu sais, surtout pour quelqu'un qui a fait énormément de personnages, là, ça a été des shit là, pendant un bout de temps, là, des personnages. Là. Ah ouais. Les humoristes avaient tous des personnages. Il y a des grands personnages qui sont sortis d'humoristes. Tilly Jourdouin, c'est lui qui a fait ça. Le gars de la mascotte, Patoff, ou je sais pas trop quoi. Jean-Michel Anctil aussi, il était dans le personnage à côté. Ouais. Ces gars-là, à un moment donné, sont tombés dans les personnages c'est plus in, puis là, c'est le stand-up. Puis là, tu fais comme, OK, mais là, moi, tout le monde veut voir Rato aussi quand je fais mon show. Ouais. Comme, mais Ouais. les nouveaux, ils font comme, mais il est-tu gossant avec ses dents? Fait que, tu sais, je peux comprendre cette difficulté-là. Puis j'ai fait, tu vois, quand t'es jeune, tu vas critiquer ça sans même savoir. Fait que j'apprécie tellement les podcasts comme le vôtre qui va mettre la lumière sur c'est quoi l'humour, c'est quoi les difficultés de l'humour, c'est quoi à tous les âges, là, tu sais, comme quand t'entends du monde parler de leur carrière, OK, si tu fais juste juger les 4 gars-là juste pour rire que tu as vu d'eux autres, ben regarde, tu mérites même pas de me donner ton opinion. Ouais. On sait c'est quoi. Premièrement, des gars-là juste pour rire, c'est coupé calcaris. Tu as été censuré sur des mots. Moi, si le monde se souvenait, mettons, d'une performance qui a eu lieu, puis souvent c'est ça, le monde se souvient d'une performance télé, puis qui ont fait « Oh, elle est correct ». Tu fais « Ouais, mais c'est parce que ça fait 12 ans qu'elle fait ça. » C'est encore un peu plus que correct maintenant, elle est encore là, tu sais. Oui, il est rendu meilleur, tu sais, mais les gens, ils accrochent à ça. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de talk de loge de monde qui parle à travers leur chapeau sans vraiment savoir. Puis je pense que le podcast aide à enlever ça, tu sais, à dédouaner ça, là. Mieux comprendre c'est les parcours des gens. Oui, tout à fait. Parlant de parcours, moi je voulais parler de ton livre. 21 amants sans remords ni regrets. C'est correct, t'avais la bonne liaison au début. 21 ans, parce qu'il n'y a pas de S. C'est vrai, j'ai utilisé 21 amants. Oui, mais tout le monde fait la même. OK. T'es arrivé pour dire 21 amants, puis après ça, t'as fait 21 amants. Ouais. Il aurait dû trusser son gosse. Je voulais rabaisser mon niveau de langage familier, moi. Dans tout le monde sait de quoi on parle. C'est ça, exact. Ben, tu peux-tu nous en parler de ce livre-là? Parce que c'est... oui, mais je veux dire, est-ce que c'est... moi, j'ai pas eu l'occasion de le lire, mais est-ce que c'est de l'humour aussi? Ou pas nécessairement? Oui, si les gens aiment ce que je fais sur scène, ils vont aimer le roman. Puis si les gens aiment le roman, ils vont aimer ce que je fais sur scène. OK. C'est un mix. Moi, je l'appelle... il y a du monde qui savent, on sait pas dans quoi catégoriser. C'est-tu de l'érotisme? C'est-tu de l'humour? C'est-tu je l'appelle les sexy comiques, là. C'est comme... Elle n'existe pas, ta catégorie-là, à la librairie, qu'est-ce que je te dis? Mais en fait, c'est un peu weird. Il y a une chasseur de tête d'une maison d'édition qui m'avait ajouté sur Facebook, puis qui lisait mes statuts, puis à un moment donné, elle a comme fait, pour vrai, tu écris des statuts qui viennent chercher le monde, t'as-tu déjà pensé à écrire un livre? Puis moi, j'ai pas fait de maîtrise à l'université parce que ça me tentait pas d'écrire une thèse de 250 pages. Je voyais pas en plus écrire un livre. J'étais comme, ben non, mais ça me tente pas. Puis j'explique que j'ai pas envie d'écrire 250 pages. Puis elle fait comme, mais pour vrai, t'es pas obligé d'écrire 250 pages d'une histoire qui se tient. Elle dit, je m'en fous un peu le format que tu décides de faire. Elle dit, ça peut être un mini-livre, tu sais, comme qui se vend à côté de la caisse, qui se vend 5$, tu sais, avec des petites mini-feuilles. Ça peut être des nouvelles, comme 10 pages par nouvelle, même si ça se tient pas, on s'en fout. C'est pas ça. Elle dit, je te demande si tu as envie d'écrire quelque chose, pense-y. C'était un peu en même temps de la folie du 50 Shades of Grey. Que tout le monde s'achetait et s'arrachait.
Puis moi, je l'ai lu, et pour avoir travaillé en violence conjugale, j'ai comme fait « T'es-tu bullshit, ta là, j'étais pas très, très emballée par toute la violence conjugale qui était alentour des scènes de sexe, parce que c'est pas ça du BDSM. Là. N'importe qui fait partie de la communauté BDSM va dire comme c'est fuck out du BDSM, cette relation-là. Puis, fait que c'est ça. Fait que, puis je me disais, je sais pas si vous l'avez lu, mais à un moment donné, la prémisse, c'est que c'est une jeune fille qui vient de la campagne, qui est à l'université et qui n'a pas eu de relation sexuelle, qui rencontre un grand prince dans une tour riche qui lui montre les secrets de la vie sexuelle. Fait que là, j'ai comme fait, ben voyons donc, sont en train de nous mettre Cendrillon hardcore encore, câlisse? Parce que c'est tout le temps ça, c'est tout le temps ça, les maudites histoires de sexe, c'est que la fille, elle connaît rien, le gars, il apprend la vie, puis là, elle l'aime, tu sais. Là, je suis comme, mais non, je dois pas être la seule fille, dans ce temps-là, je dois avoir à peu près 34-35 ans, qui est dans la trentaine, qui assume sa sexualité, puis que quand elle a des besoins qui font ding-dong, Chris, ça part à la chasse, là, c'est pas ça, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'étais un peu tannée de ça, j'étais un peu tannée de ce discours-là, puis quand elle m'a demandé ça, ça a comme fité ensemble, puis j'ai fait parfait, on va t'écrire un livre sur la sexualité d'une fille qui c'est comme, elle n'a pas besoin là, de se faire guider. Fait que ça a donné 21 amants sans remords ni regrets. C'est une fille qui a des one night. En fait, j'ai pris la même chose que je fais sur scène. Je me suis dédoublée en ajoutant des choses. Il appelle ça un double littéraire. Charlie est mon double littéraire. C'est une ancienne psy qui est devenue une tatoueuse. Tu sais, comme, mais ça me laissait place à être plus que ma vie, tu sais. Okay. Tu sais, le monde me demande pourquoi 21. Ben, c'est parce que, ça, c'est pas compliqué, c'est parce qu'il y avait une série de livres à cette maison d'édition-là qui s'appelait Les 21 quelque chose. Fait qu'il y avait des auteurs qui écrivaient sur 21 robes, 21 rendez-vous, 21 je sais pas trop quoi, puis ils ont fait, tu veux-tu rentrer dans ça? J'étais comme, non, 21 about rob, 10 pages par gars, 21 gars, ça va faire à peu près 250 pages. C'est un livre, ça, c'est un livre. C'était très pragmatique, c'était pas... Mais finalement, c'est moins le fun quand t'entends la vraie histoire, mais je dis tout le temps que j'ai payé des bouteilles de vin à des amis de filles. On a fait, j'ai dit racontez-moi vos one night. J'ai les miens. J'ai mixé des gars parce que tous les gars dans le roman ont existé, tous les lieux ont existé, l'histoire en tant que telle existait, mais j'ai mélangé, tu sais, comme le gars de un avec l'histoire de l'autre, tu sais, pour à un moment donné aussi que ça soit pas... Pour être trop... qu'ils se reconnaissent, mettons. Ouais. Ben, encore là, c'est drôle. Là, j'en ai déjà eu quelques-uns au Salon du Livre qui sont venus me faire des coucous pour avoir une dédicace. Salut! Ça va bien? C'était-tu positif au moins ou c'est comme... Oui, c'est déjà positif. Ah non, c'est vrai, il y a 2 pas positifs dans le roman. Mais un des pas positifs, c'est un anglophone qui parle à peu pas français, mais c'est correct. Ah, c'est correct. Mais c'est drôle, c'est ça qui arrive, c'est qu'autant que ça peut être, tu sais, c'est drôle. Le premier, c'est un flop, là. C'est un one night au camping, comme, à sortir pour pas vomir. Tu comprends, c'est drôle. Ouais. Je donne dans le très imagé, mais le très vraie vie. Que je pense que, puis mon personnage n'est pas un stéréotype de beauté nord-américain. C'est une fille qui pèse 220 livres. Fait que quand je décris des scènes de sexe, ça fait partie de ça, tu sais. Comme le gars, il a un lido, pitch-la pas dessus, elle va te le fendre. Fait que c'est toutes ces affaires-là. Fait que j'ai eu beaucoup, et la couverture, excuse-moi. Ah oui. Ouais, vas-y. C'est parce que j'ai des caisses à côté, parce que après mes shows, puis je les garde chez nous, la couverture est pas une fille non plus qui est mince. C'est volontaire. Des tatous aussi, je pense, si j'ai bien vu. Oui, parce que c'est une tatoueuse. Une tatoueuse. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Ça m'est jamais. Ouais. Chris Léo. Tu suis la game. Mais j'étais contente parce que la maison d'édition m'a écoutée. La première fois qu'ils m'ont fait des propositions de cover, ils m'ont donné de la chick-lit, là. Ceux qui sont pas familiers avec la chick-lit, c'est de la littérature destinée à des chicks. C'est de la littérature destinée à des filles. Ils appellent ça de la chick-lit. C'est très, très, très vendeur. C'est un des plus grands vendeurs qu'il n'y a pas. Mais
c'est encore catégorisé. Mhm. Moi, je me dis, il y a plein de gars qui font de la littérature pour des gars, puis ils appellent pas ça de la bro-lit. Puis Ouais. on en achète pareil parce qu'on s'intéresse à ça. Fait que, et de la chick-lit, c'est souvent très... tu vas voir, là, tu sais, comme il y a une fille qui tient un martini avec des grandes jambes minces, ou, tu sais, comme très... Tu sais, ce qui se passe à Cuba reste à Cuba, tu sais, ces affaires-là. Là. Mhm. Puis je sais que moi, je pourrais rentrer dans de la chick-lit, mais ils m'ont proposé toutes des petites couleurs de Pâques pour la couverture, puis j'étais comme, hey, non, en bleu, rose, en jaune bébé, tu vas me plonger ça, ça marchera pas, c'est pas mon personnage, ça marche pas, tu sais. Fait que finalement, ils ont full écouté ce que j'avais à dire. J'ai dit, pars de mes cheveux. Regarde, avant que j'aille la mèche de Marie Laberge. J'étais comme, pars de mes cheveux, vas-y avec, j'aime mieux dire Rogue, en fait, je trouve ça plus nice. Ouais, mais ouais. bon. Je suis pas moins vieille en disant que c'est Rogue. Mais, puis, pars de mes cheveux, puis va avec ça. Puis, il l'a fait, puis elle était comme, à un moment donné, elle était comme, j'ai dit, puis il faut qu'elle soit, tu sais, 220 livres, là, tu sais, comme pense-y. Fait qu'il a fait, parfait, il est parti avec ça, mais il a fait du 220 livres juste de boules puis de cul. Puis là, j'étais comme, mais non, ça marche pas. Tu peux pas juste y mettre des cul la plus grosse, ça, non. J'ai dit, une grosse, ça a des bourrelettes d'eau, ça a des coudes chubby, tu sais, fait que là, les coudes sont chubby, les bourrelettes d'eau sont là, tu sais, fait que le travail a vraiment été fait en amont avec la maison d'édition, qui est l'édition de l'homme, puis qui ont été tellement fins, parce que, tu sais, c'est eux autres qui sont venus me recruter là-dedans, puis j'aurais pu faire comme, oh, merci, tu sais, parce que je sais à quel point il y a des gens qui rêvent d'écrire un livre. Ouais. Mais justement, je pense que j'avais la liberté de faire comme, ben non, ça marche pas, tu sais. Si t'es venu me chercher pour mon input, pour qui je suis, pour, tu sais. Puis ils ont été fantastiques, là. Puis ça pète dans un salon du livre sur une grosse pancarte, là. Fait que, c'est ça. Fait que j'étais bien contente. C'est un livre que je suis pas du tout fâchée. J'ai même des parenthèses dans ce livre-là qui s'adressent aux gars, qui sneak peek dans le livre de leur blonde, mettons, parce qu'elle a laissé traîner sa bolle. Fait que, tu sais, comme j'ai plein de parenthèses qui disent à toi, le frère de la lectrice qui fouine à travers le livre secrètement, je voulais te dire ça. Fait que bon. je jase aux gars à travers le roman. Ah, c'est bon. Cool. C'est super est-ce que tu comptes refaire un autre projet du même genre, peut-être un deuxième tome ou genre... En fait, le deuxième tome existe. Je vais rouler ma chaise. Mon Dieu. La conquête du clan, il est sorti en 2017. Ok, c'est le deuxième tome. Je savais pas, je pensais que c'était un autre livre. Ok, excuse-moi. Non, c'est la suite de Charlie. Elle était tannée d'avoir des one night, puis là, elle faisait des dates pour s'en sortir. Okay. Elle sait qu'on est à la maison, c'est Zoom. 2 secondes, j'ai un chat qui veut sortir de la pièce. Oui, il y avait trop. Tu vois, j'étais sûr que c'était... j'étais au courant aussi de ce deuxième livre-là, mais moi, je pensais que c'était une autre histoire. J'avais pas compris que c'était la suite. Non, c'est la même fille, c'est juste que, c'est ça, elle se tanne d'avoir des one night, puis elle a envie de bâtir une famille. Fait que là, chaque chapitre est encore un gars différent, mais elle te raconte les dates qu'elle a et non les one night qu'elle a. Okay. Puis après ça devient un peu plus steamy hot quand elle rencontre le gars qu'elle veut voir. Là. Il y a quelques chapitres qui sont steamy hot parce que ça reste comme la suite de 21 amants. Ouais. Mais c'est une très grosse réflexion. Là. Moi, j'ai beaucoup de nouvelles divorcées là, qui aiment beaucoup ce livre-là là, parce qu'ils font comme, OK, en fait, non, les nouvelles divorcées, ils veulent le 21 amants. Ils savent comment les regrets. Mais quand ils sont tannés, ils reflippent sur la conquête. C'est un best-seller. Je pense que le deuxième, je vais le savoir, mais nous, on a nos ventes une fois par année. Là. Ouais. Je pense que le deuxième va claquer le best-seller. Puis au Québec, c'est pas grand-chose, là, mais le premier est, je pense, rendu triple best-seller. Fait que, comme je suis vraiment pas fâchée que quelqu'un m'ait poussé dans le cul à écrire un livre. Ah, c'est super. C'est une belle chose. En fait, je pense que la vie est parsemée de ça. Il y a du monde qui me font comme c'est pas une assez bonne excuse. Ouais, c'est ça. Ma vie est parsemée de ça. Quelqu'un qui fait comme I dare you. Mais c'est cool, ça veut dire qu'il y a des gens qui y croient, qui. Ouais. Oui, en fait, c'est une belle validation. Ben oui, vraiment. Une belle je vois quelque chose que toi tu vois pas. Essaye donc pour voir. Ouais. C'est assez gratifiant. Ouais, hein, c'est super. Ben, surtout que moi, Christiane vient, quand je la croise, c'est plus comme bonne soirée, Christiane, puis elle répond pas. C'est comme... Elle est sourde. Il faut que tu dises fort. Ah, ben oui, ça doit. Oui,
C'est super ça. Ah, c'est fort. Oui, C'est ça qu'elle t'a pas pris à l'école, Sacha. Elle a jamais entendu ton number. Ouais, ça doit être ça. Mais j'aurais aimé ça qu'elle me dise lâche la finance, viens-t'en en humour, mais non, moi, c'est juste quand même, dis même pas bonjour, tu sais. C'est comme... Je vais manger ton tagine au poulet et olive, il va pas t'adorer. Ah, pour vrai? Ok, c'est beau, c'est noté. Ah non, mais t'aurais pas dû nous le dire tout de suite, parce que là, tous ceux qui écoutent le podcast, ils vont peut-être essayer le même truc. Ils vont essayer sur le tagine de poulet. Ouais, c'est ça. Ah, shit. Ah, cool. Il y a d'autres secrets après. Ok, excellent. Merci. Ah, good. Mélanie, est-ce que tu aurais des... mettons, pour des gens qui voudraient commencer à faire de l'humour, ou encore des gens qui ont commencé, mais qui commencent, t'aurais-tu des conseils à donner, ou des... Qu'est-ce que tu dirais, dans le fond? Ben, tu sais, je veux pas transposer ma réalité dans la réalité des gens qui commencent pratiquement 15 ans après que moi j'ai commencé, parce que je pense pas que c'est exactement la même réalité. Mais je peux te dire ce qui a été très payant pour moi, puis je pense que ça pourrait l'être encore pour le monde, c'est rentrer dans n'importe quel concours qui existe. OK. Les gens vont les mettre de côté, là, mais les concours, le concours de l'Abitibi, Desjely, tristement, j'ai appris qu'il n'existait plus le volet humoriste. Mais les concours font en sorte qu'à un moment donné, tu sors du réseau du bar. Puis que, tu sais, si t'es bon, ben ça t'amène à voir du monde qui sont meilleurs. Moi, tous les concours que j'ai faits, ben l'animateur, habituellement, c'est quelqu'un d'établi. Tu sais, la personne qui est établie va faire comme « Hey, Colin, moi, j'ai une soirée à telle place. Moi, j'ai une telle affaire à telle place. » Ça, puis, on va dire le même conseil que je me suis fait donner par Lise Dion. Rien de moins. Elle m'a dit « Sois jamais gêné de faire ton numéro qui rentre le plus fort dans un nouvel endroit. Parce que tu as du monde à impressionner, tu n'as rien à chier des 4 autres humoristes qui ont déjà vu ton numéro. Que toi, tu te dis, ah mon Dieu, ils l'ont déjà vu, je vais avoir l'air de quelqu'un qui écrit pas. Ouais. Non, toi, ce que tu as à faire, c'est de gagner ce spot-là pour être capable de revenir jouer. Et les gens qui sont assis là, ils l'ont pas vu, ton numéro. Fait que tu fais-tu de l'humour pour impressionner tes collègues backstage ou tu fais de l'humour pour impressionner un public nouveau que tu veux conquérir avec une nouvelle place que tu veux conquérir? Parce que c'est ça la difficulté, c'est de trouver du booking, trouver des spots à jouer. Moi, je me souviens, j'ai passé 1 an à runner sur 2 numbers. Je les ai fait partout. C'est que j'ai fait partout. C'est ça. J'essayais n'importe quel nouveau spot. Parfait, je faisais ces numéros-là, puis je me disais, parfait, la saison prochaine, on retourne faire ces spots-là. Ils vont me dire oui parce que j'ai scoré, puis là, je vais arriver avec du nouveau matériel. Mais il y a une grosse pression avec les humoristes. Ensemble, les humoristes ont tendance à juger les autres humoristes, même si non, c'est une grande confrérie. OK, il y a plein de monde qui te juge. Clairement. Mais c'est pas eux autres que tu veux impressionner. C'est pas eux autres. Tu veux impressionner la personne qui est en charge du booking, tu veux impressionner l'animateur, tu veux impressionner le monde, mais ces gens-là, ils vont être contents si tu fais rire leur public. Puis moi, j'ai toujours fonctionné comme ça parce que c'est pas long, étant donné que l'offre et la demande, c'est comme travail en finance. C'est comme il y a tellement de monde qui veut ces spots-là que ça prend 2 fois que tu te plantes, puis ils vont faire comme « Hey, on va passer à quelqu'un d'autre. » Fait que, travaille tes shit, puis n'aie pas peur de refaire ce qui fonctionne vraiment à plein de places différentes. Surtout qu'on sait jamais c'est qui qu'il y a dans le public. Entre autres. Mais je peux comprendre qu'un open mic aussi, ça devrait être un genre de safe space pour essayer du nouveau stock. C'est sûr que si tu as un open mic préféré, puis tu es là à tous les 2 lundis, puis que pendant 1 an de temps, tu fais le même number, moi aussi, je vais faire comme ben là. Il y a des situations, ça dépend des situations aussi, c'est sûr. Exactement. Mais c'est. Ça m'a pris du temps, mais j'ai arrêté. En fait, ça m'a pas pris tant de temps. Dès l'école, on essaye de faire rire nos collègues parce qu'on est à l'école. Fait qu'à tous les vendredis, il faut que tu fasses rire d'autres humoristes. Mais quand tu sors, ça m'a pris quand même un petit temps d'ajustement à faire comme « Hey, c'est plus eux autres qu'il faut que je fasse rire, là. » C'est eux autres.
C'est eux autres qui payent. C'est eux autres qui vont acheter des tickets. C'est eux autres qui, tu sais, c'est eux autres qu'il faut que je fasse rire plus, les gars. Tu sais, tant mieux, là, c'est gratifiant quand t'entends ton collègue qui est sur le side qui crack up pour ta joke, là. Tu fais comme, ah! Tu sais, comme, Simon Leblanc rit de ma joke, puis je sais pas pourquoi, t'es content, mais c'est pas eux autres qu'il faut que tu... Fait que si j'ai ça... C'est pas des gros conseils, là, mais comme, essaye de faire tous les concours, puis essaye pas d'impressionner tes chums, essaye d'impressionner le public. Ouais, c'est bon. C'est super bon. Ben écoute, mais merci beaucoup d'être venu, Mélanie Couture. C'était super le fun. Un grand plaisir. Vraiment.